C'était dans la nuit du 1er février 2012 à Anchorage, en Alaska, aux États-Unis, qu'une jeune femme de 18 ans nommée Samantha Koenig se préparait à quitter son travail. Samantha était barista dans un café, et le stand était de petite taille, comme un food truck, où l'on vendait du café, des pâtisseries, des snacks, et cela tous les soirs. Son petit ami, Duane Tortolani II, venait la chercher après son service. Mais ce mercredi soir-là, en arrivant pour la chercher, il a trouvé l'endroit complètement éteint, fermé, sans aucune trace de Samantha. Déconcerté, il a essayé de se rappeler si, par hasard, sa petite amie avait changé de programme, mais rien ne lui venait à l'esprit. Et sa confusion n'a fait qu'augmenter lorsqu'il a reçu un message d'elle disant « Je vais passer le week-end avec des amis, préviens mon père, s'il te plaît ». Lui et Samantha étaient ensemble depuis presque 1 an et il savait que ce message n'était pas du tout normal venant d'elle. Alors tout de suite, il a appelé James, le père de Samantha, et lui a expliqué ce qui se passait. Le père a immédiatement appelé la police. Le propriétaire du stand, contacté par la police, a indiqué ignorer la fermeture anticipée du lieu. Mais il a précisé que l'endroit disposait de caméras consultables instantanément sur un téléphone. Il a alors envoyé le lien à la police qui a pu accéder aux images en quelques instants. Des images qui donnent des frissons dans le dos. Les images montrent la scène suivante. Samantha prépare un café et remet la boisson au client. Elle se retourne vers le tableau des prix et, en revenant vers le client, elle prend peur. Elle fait un pas en arrière et lève les bras, comme si le client pointait une arme dans sa direction. Elle éteint les lumières de l'endroit, apparemment en suivant les ordres de l'individu qui, quelques minutes plus tard, demande tout l'argent, les lumières restant éteintes. Sauf que l'écran de l'ordinateur de la caisse permet encore de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Pendant environ 5 minutes, ils discutent. On ne sait pas s'il pose des questions, donne des instructions, fait des menaces, mais après ce temps, cet homme saute par la fenêtre du guichet et entre dans le stand. Il portait un manteau à capuche et un masque de ski, ce qui est très courant en Alaska, surtout en hiver, lorsqu'il neige beaucoup. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? Là-dedans, c'est Samantha qui domine. Ils restent là pendant environ 2 minutes, jusqu'à ce qu'ils partent ensemble en direction d'une voiture sur le parking. Compte tenu du contenu de la vidéo, un vol suivi d'un enlèvement, la police locale fait déjà appel au FBI qui lance une vaste opération de recherche. Mais un jour passe, puis un autre, et le désespoir de la famille et des amis ne fait qu'augmenter. Des pages consacrées à Samantha ont été créées sur les réseaux sociaux. Des prospectus ont été distribués dans toute la ville, mais aucune piste n'apparaissait. 13 jours après l'enlèvement, le petit ami de Samantha reçoit un service de messagerie courte envoyé depuis son téléphone qui disait « Connor Park Sign under Peak of Albert and Sheeperty », ce qui signifiait qu'il s'agissait du nom d'un parc de la région. Sur la plaque sous la photo d'Albert, Albert était un chien auquel ils ont rendu hommage dans ce parc. Et la fin du message disait « Elle n'est pas jolie ». Sauf que ce « joli » était écrit dans un langage de rue, c'était le mot « pretty », mais il a été écrit de façon phonétique, comme « pretty ». La police était bien préparée pour le lieu, ils ne savaient pas exactement ce qu'ils allaient y trouver, mais quand ils sont arrivés, aucune trace de Samantha. À l'endroit indiqué, il n'y avait qu'un sac Ziploc, ces sacs plastiques avec une fermeture hermétique, et à l'intérieur, une photo de Samantha à côté d'un journal avec la date du jour même. La photo était accompagnée d'une demande de rançon de 30 000 $ à déposer sur le compte de Samantha. La famille et la police ont choisi de déposer l'argent. Mais la banque, sur ordre du FBI, devait en informer les autorités. Dès que quelqu'un tenterait d'accéder au compte en indiquant l'emplacement du distributeur automatique ou de l'agence bancaire où le retrait aurait lieu, alors les accès au compte commenceraient dans les jours suivants. À 3 reprises, la carte de Samantha a été utilisée à Anchorage même, mais en regardant les images du distributeur automatique, il ne voyait plus qu'un homme au visage couvert en train de faire le retrait. Sauf que le 7 mars, cela faisait déjà 1 mois et 1 semaine après l'enlèvement. La carte, elle a été utilisée dans un endroit qui a surpris la police en Arizona,
un endroit pratiquement à 6000 km d'où Samantha a été capturée. Des équipes du FBI dans le sud ont été mobilisées pour surveiller les distributeurs automatiques. Après ce retrait en Arizona, la carte a été utilisée de nouveau au Nouveau-Mexique, puis dans l'État du Texas, à chaque fois que la carte a été utilisée. La caméra des appareils n'enregistrait qu'un homme entièrement couvert avec des cagoules impossibles à identifier. Mais il y avait quelque chose de plus. Les caméras enregistraient également la voiture que la personne utilisait. Sur toutes les vidéos, on voyait une Ford Focus blanche. Le FBI a alors établi une carte puisque cet homme traversait les États en direction de l'Est. Et ils ont lancé une alerte à la police routière du Texas, leur demandant de rester vigilants à toute Ford Focus blanche, puisque cette voiture était très probablement liée à l'enlèvement de Samantha en Alaska. À Lufkin, au nord de Houston, un policier routier ayant entendu l'alerte repère une voiture correspondant à la description. Et par chance, le conducteur roulait à 5 km/h au-dessus de la limite autorisée. Et le policier a alors eu l'excuse parfaite pour l'arrêter lorsqu'il lui a demandé de voir son permis de conduire. Devine l'état d'origine du conducteur ? Alaska. C'était vraiment comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le policier a discrètement demandé du renfort. Il est retourné voir le conducteur, lui expliquant qu'il l'avait arrêté pour excès de vitesse et, comme procédure standard, il a demandé la permission de vérifier l'intérieur du véhicule. Dans la boîte à gants, il a trouvé suffisamment d'indices indiquant qu'il s'agissait du suspect que le Federal Bureau of Investigation recherchait. Il a trouvé un masque de ski, une arme, de l'argent enroulé dans un élastique, ainsi que le téléphone portable et la carte de débit de Samantha. Cet homme s'appelait Israel Keyes. En arrivant au commissariat, les agents du FBI étaient déjà prêts à l'interroger, car l'enlèvement de Samantha montrait tous les signes d'un trafic d'êtres humains. Et ils pensaient qu'Israël aurait pu l'avoir laissée quelque part tout près et qu'elle serait en danger. Dès le début de sa déposition, il a reconnu ne pas être celui que tous pensaient mal connaître. En fait, il disait être deux personnes complètement différentes, avec deux personnalités totalement différentes. Pour les voisins, les amis et la famille, il était un gars sympa, toujours prêt à aider, mais quand il était seul. Il agissait selon son véritable instinct, qui choisissait ses victimes au hasard, uniquement en fonction de l'opportunité. Il a bien dit victime au pluriel. Pourquoi le mentionner ainsi dès le début ? Sans doute car il savait qu'il ne sortirait jamais de prison. Car lorsqu'on lui a demandé où se trouvait Samantha, il a tout de suite commencé par dire « Attendez qu'elle rentre à la maison, elle est morte depuis le jour où je l'ai enlevée ». Lorsque la police lui demande des détails, Israël raconte que cette nuit du 1er février, il avait décidé que c'était un jour pour tuer quelqu'un, sans viser quelqu'un en particulier. Il a pensé qu'il serait plus facile de trouver quelqu'un qui travaillait tard, car avec moins de monde dans la rue, il aurait moins de chances de se faire attraper. En conduisant dans la ville, il a vu un stand de café et a pensé que ce serait l'occasion parfaite. Comme Samantha travaillait seule, il a commandé un café et, juste après qu'elle lui ait remis la boisson, il a pointé une arme sur elle. À l'intérieur, après l'avoir maîtrisée, il lui a attaché les mains avant de l'emmener à la voiture, ce qui n'était pas clairement visible sur l'enregistrement. Il voulait s'enfuir avec Samantha en voiture, mais elle n'en avait pas. Elle lui a même demandé de la laisser partir, d'autant plus qu'elle n'avait pas vu son visage. Son petit ami allait arriver et pourrait le voir, mais il n'a pas écouté et a continué avec le plan dans la voiture. Il a expliqué que ce n'était qu'un enlèvement pour qu'il puisse toucher la rançon. Et quand Samantha a dit que sa famille n'avait pas d'argent, il a répondu de ne pas s'inquiéter, parce que toutes les familles trouvent de l'argent là où il n'y en a pas pour payer une rançon. Il suffisait qu'elle coopère et elle sortirait de tout ça. Sans se blesser, Samantha s'est calmée, elle a alors arrêté d'essayer de se libérer, de s'enfuir. Mais les véritables intentions d'Israël n'ont jamais été celles-ci. Il avait bien un plan pour demander une rançon, mais il n'avait aucune intention de la garder en vie. Ce qu'Israël ne savait pas, c'est qu'il devrait changer ses plans initiaux.
Vous vous souvenez qu'il prévoyait d'utiliser sa voiture, mais elle n'en avait pas, alors il prévoyait aussi d'utiliser son téléphone portable pour envoyer les messages de demande de rançon. Sauf que le téléphone portable de Samantha est resté à l'intérieur du stand. Alors Israël, qui était déjà en train de quitter le parking, a dû revenir pour récupérer l'appareil. Et quand il est revenu, le pick-up du petit ami de Samantha était là. C'est à ce moment-là que son petit ami est apparu et a vu que les lumières étaient en éteintes. Il était loin de se douter que sa petite amie était à l'intérieur d'un pick-up, là, sur ce même parking, les mains attachées aux mains d'un ravisseur. Israël attend que son petit ami parte, puis retourne au stand chercher le téléphone. Une fois en possession du téléphone, il envoie ce message en faisant semblant d'être elle, disant qu'elle passerait le week-end avec des amis. Israël emmène Samantha chez lui et l'enferme dans un petit abri de jardin construit avec une base en béton et des murs en plastique et en acrylique. Elle reste les mains et les jambes attachées, bâillonnée, avec une radio allumée à côté pour que personne n'entende ses appels à l'aide. En février, la température moyenne en Alaska varie de 6 à 14 degrés. Et Samantha était restée là, attachée, sans vêtements chauds, affamée et seule. L'étape suivante consistait à tester le code du débit afin qu'il puisse ensuite récupérer la rançon. Israël est passé à un distributeur automatique à tester le code qui a fonctionné. Et ainsi, il a compris qu'il n'avait plus besoin de Samantha. Alors, il a décidé de faire ce qu'il prévoyait depuis le début. Abuser d'elle et lui ôter la vie. Israël vivait avec sa petite amie, qui était infirmière à l'hôpital local. Il avait une fille de 11 ans qui vivait aussi avec eux. Les deux étaient à la maison cette nuit-là et n'imaginaient pas du tout ce qui se passait dans leur propre jardin. Après avoir enveloppé le corps de Samantha dans un énorme morceau de film à bulles, Israël rentre chez lui comme si de rien n'était et commence à faire ses valises. Parce que le lendemain, lui et sa famille partaient en vacances pour 12 jours. Le corps de Samantha est resté abandonné et pratiquement congelé dans l'entrepôt, tandis que sa famille était désespérée. Israël s'amusait avec sa famille lors d'une croisière dans les Caraïbes. Et c'est ici qu'on voit le manque d'empathie, l'absence de remords d'un tueur en série. Il arrivait à profiter d'une croisière avec sa petite amie et sa fille. Sachant qu'il venait de prendre la vie de la fille d'un autre homme et que le corps de cette femme était gardé chez lui. Israël repart en Alaska le 13 février. À ce moment, il a rédigé la lettre de rançon et pris une photo de Samantha tenant le journal du jour. Maintenant, vous devez vous demander comment il a pu prendre une photo de Samantha si elle était déjà morte. Eh bien, c'est l'une des parties les plus sordides de cette affaire. Sur cette photo que le FBI a reçue, Samantha n'était pas vivante. Son corps ne montrait pas encore beaucoup de signes de décomposition, car il était pratiquement congelé. Donc, la photo de la demande de rançon, la photo qui a été envoyée à sa famille, n'est rien d'autre qu'une photo du corps de Samantha. Maintenant, imaginez à quel point cela a dû être tragique pour tous ceux qui ont regardé cette photo pendant des jours, pensant qu'il s'agissait d'une preuve de vie, alors qu'en réalité, ce n'en était pas une. Après cette photo, Israël s'est débarrassé du corps, le jetant dans un lac de la région. La police a retrouvé le corps grâce aux coordonnées fournies par Israël. Face à tant de cruauté, à tant de froideur, la police n'avait aucun doute qu'il ne mentait pas en disant qu'elle n'était pas la seule victime. Sachant qu'il ne sortirait jamais de prison, il a proposé un accord à la police. Israël a dit qu'il raconterait tout ce qu'il avait fait, qui il avait exécuté, y compris les braquages de banques et de domiciles. Mais en échange, il voulait une garantie du système judiciaire qu'il serait exécuté en moins d'1 an. Alors que la plupart des prisonniers fuirent la peine de mort, Israël voulait qu'elle soit appliquée rapidement. Et pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas vivre une vie recluse en prison trop longtemps, puisque la peine de mort prend beaucoup de temps à être exécutée. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, cela prend des années, des décennies. Et en plus, il ne voulait pas que son histoire soit racontée et rappelée pendant tout ce temps, pour éviter que sa fille subisse à l'adolescence le poids d'un père tueur en série. Dans le couloir de la mort, on voit encore le narcissisme de l'auteur, qui ne pense qu'à ce qui lui appartient.
La vie de sa fille compte, ses sentiments comptent, son avenir compte, tout ce qui la concerne compte pour lui. Mais la vie des victimes et des familles, des personnes qu'il a retirées du monde, non. Et c'était dans l'intérêt de la police de découvrir qui étaient les autres victimes. Pendant qu'il travaillait à négocier l'exécution, Israël lâchait petit à petit les informations, mais il ne donnait jamais les détails d'un crime complet. En bon stratège, il distillait les informations et négociait parce que ce qu'il voulait vraiment, c'était voir le document d'exécution signé devant lui. Il disait toujours que la seule façon pour la police de découvrir qui étaient les victimes, ce serait par lui-même parce qu'elles étaient de toutes considérées comme des personnes disparues. Elles venaient de différents États et même de différents pays, il n'y avait donc aucun moyen pour la police de relier les points toute seule. Parce qu'il n'avait pas de modus operandi, Israël planifiait ses crimes de façon très minutieuse. Il parcourait tout le pays en cachant ce qu'il appelait un kit de meurtre, contenant une arme, un silencieux, du ruban adhésif, des cordes, des couteaux et même de l'argent. Parfois, il laissait le kit sur place au cas où il voudrait revenir un jour à cet endroit. Le matériel était prêt et il ne serait pas facilement retrouvé. De plus, il n'aurait pas besoin de passer la sécurité des aéroports en transportant une arme, alors il faisait toujours comme ça lorsqu'il voyageait. Si lors de ce voyage il ne commettait aucun crime, il achetait au moins des objets et les cachait de quelque part, les laissait dans des propriétés abandonnées, les enterrait et notait les endroits pour récupérer les objets plus tard. Quand il reviendrait, que pourrait-il se passer? Des années plus tard, il n'avait pas de préférence pour le genre ou l'âge. Les victimes étaient choisies uniquement selon l'opportunité. Supposons qu'il ait caché l'un des objets sur un sentier, dans un parc, le jour où il retournerait dans cette zone, avec l'intention d'utiliser le kit. La première personne qui passait et offrait une opportunité pour une action discrète, il l'attaquait. Il disait que son mode opératoire était de ne pas avoir de mode opératoire. Tous les crimes avaient lieu très loin de chez lui, sauf le crime de Samantha. Malgré l'accord, la police n'a jamais réussi à obtenir de lui suffisamment d'informations pour résoudre toutes les affaires. Parce que le 2 décembre 2012, 9 mois après son arrestation, Israël s'est donné la mort dans sa cellule. Il a laissé derrière lui une lettre de 4 pages qui ne disait pratiquement rien d'intéressant pour la police, à part des mots étranges, au ton macabre glorifiant l'acte de tuer. L'affaire de Samantha a été classée et, malheureusement, de nombreux autres crimes n'ont pas pu être résolus. Huit ans plus tard, en mai 2020, le FBI a publié d'autres feuilles laissées par Israël. Donc il n'y en avait pas seulement 4, il y avait 12 autres feuilles qui avaient été omises, toutes les autres feuilles étaient des dessins. Il s'agit de 11 crânes, tous avec une croix sur le front et un dessin qui était différent des autres, ressemblant à une chèvre à l'intérieur d'une étoile, également avec une croix sur le front. L'un des crânes avait une phrase écrite « Nous sommes un » ou « Nous sommes tous un maintenant, réfléchissez ». Depuis décembre 2012, le FBI possédait ces dessins, mais ce n'était que maintenant qu'ils ont décidé de les rendre publics. De nombreux journaux comme Columbia Broadcasting System News et le Washington Post discutent de la possibilité que la police essaie d'augmenter les chances de déchiffrer ces dessins. Depuis près d'une décennie, il n'y a eu aucun progrès dans la compréhension. L'enquête sur l'affaire Israel Keyes reste très active au FBI. Ils poursuivent la collecte d'informations partout. Il fréquente ces lieux depuis 1996, date à laquelle, selon lui, les crimes ont commencé, comme le montrent les reçus d'hôtel. Des entreprises de location de voitures, des billets d'avion et des factures de téléphone portable. Ils disposent aujourd'hui d'une carte de couverture, les principales villes étant Albany, New York, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle et probablement aussi des villes du Mexique, du Canada et du Belize, parce qu'il a également été dans ces endroits. Bien que j'ai centré l'épisode d'aujourd'hui sur l'affaire de Samantha et que j'ai expliqué un peu qui était Israel Keyes, il existe énormément, vraiment beaucoup d'informations à son sujet, bien plus que ce que je viens d'expliquer. Et, à cause de cela, j'ai préparé un épisode exclusif uniquement pour parler de lui.
Israel Keyes était né le 7 janvier 1978 dans l'Utah, aux États-Unis. Il était le deuxième enfant d'une fratrie de 10. Quand Israel était très jeune, ses parents, John Jeffrey et Heidi Keyes, ont déménagé dans l'État de Washington. À l'époque du déménagement, Israel n'avait qu'une sœur, prénommée America, et peu après, ses parents ont eu 8 autres enfants. Comme c'est souvent le cas dans cette région des États-Unis, les enfants n'allaient pas à l'école, ils apprenaient à la maison, grâce à l'enseignement à domicile, ils étaient instruits par leurs parents. Israël, comme ses frères et sœurs, n'a pas côtoyé d'autres enfants de son âge. Pendant leur croissance, ils ont fini par être en quelque sorte privés d'un développement social continu. Lors des rares occasions où Israël rencontrait d'autres enfants, ce qui se passait, c'est qu'après avoir joué ensemble, ses camarades ne voulaient plus jamais le revoir. Israël faisait toujours quelque chose qui effrayait les autres, comme tuer un animal, maltraiter un de ses frères ou un de ses amis, et ainsi il ne revenait en jamais. Israël a servi dans l'armée lors de 100 incidents et a été libéré honorablement en 2001. Cependant, à la même époque où il servait dans les forces armées, en 1996, à l'âge de 18 ans, il a commis sa première action criminelle. Israël a admis avoir abusé d'une fillette de 10 ans près de chez lui, à Rio. À cette occasion, il a dit qu'il ne lui avait pas ôté la vie. Il l'a laissé partir. Mais aucune de ses victimes suivantes n'aurait la même chance. De 1996 à 2012, Israël a commis une série d'autres crimes. Certains s'élucidés par la police, mais d'autres non. De 18 à 21 ans, dans l'armée, il a été affecté pendant un certain temps en Égypte, ainsi que dans plusieurs réserves à travers tout le territoire américain. Après l'armée, il a rencontré une femme. Sans se marier, ils ont eu une fille. Après leur rupture, il a emmené cette fille vivre avec lui à Anchorage, Alaska. Là-bas, il a monté une entreprise de construction. Et les personnes qui travaillaient avec Israël disent qu'il était un gars complètement normal. Travailleur, il servait bien les clients et n'a jamais eu de problème ni de dispute avec qui que ce soit. Et pratiquement tout le monde disait qu'il était ce genre de papa gaga. Il racontait toujours à quel point sa fille était intelligente, à quel point elle était maligne, il se promenait beaucoup avec elle, lui offrait des jouets éducatifs, il faisait tout pour cette petite fille. Israël vivait avec sa fille et sa petite amie. On ne sait pas quand ils ont emménagé ensemble, mais la relation a commencé en 2007. C'était une infirmière locale à Anchorage sans jamais aucune plainte contre lui. Elle l'admirait sous tous les aspects, comme père, comme petit ami, comme homme d'affaires, et elle n'a jamais soupçonné la personnalité secrète de l'homme avec qui elle vivait. Et c'est exactement ce qu'Israël a raconté à la police lors de son interrogatoire, que personne ne le connaissait vraiment, à part lui-même. Lorsque Israël a été arrêté au Texas, juste après avoir commis le crime contre Samantha, la police savait que, d'après le profil du crime, ce n'était pas le seul. Israël savait aussi que sa vie en prison ne serait pas facile, qu'il n'en sortirait pas de sitôt. Alors dès le début, il a décidé, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, de négocier avec la police une exécution rapide de la peine de mort, en échange d'informations pour élucider d'autres crimes qu'il avait commis et dont la police n'avait même pas connaissance. Israël a vraiment été très malin dans cette négociation, car il était très prudent avec les informations qu'il divulguait. Je vais donner des exemples ici. Disons que la police demandait « Israël, as-tu tué quelqu'un en Californie ?» Il répondait « Possiblement, c'est bien probable que oui, ou alors disons que ce soit le cas. » On lui demandait « Tu faisais des braquages ?» Et là, il répondait oui. Ensuite, on demandait « Tu braquais quoi ? Des banques, des maisons, et alors ?» Il répondait « Des banques, des maisons, beaucoup d'endroits. » Donc, il n'était pas clair dans ses réponses. Israël aimait ce contrôle, à ce moment-là, dans cette salle, même si les autres étaient des autorités, et c'était lui qui dictait les règles, parce qu'il avait d'autres informations. Sans lui, beaucoup resteraient sans solution. Israël aimait aussi snober les officiers en se référant à la population comme des payeurs d'impôts, en disant des choses comme « Ah oui, je sais, je me sens mal d'être ici et de prendre autant de temps pour donner une information. » Avec tout cet argent gaspillé, les contribuables ne vont pas aimer la prendre. Autrement dit, il essayait encore de faire pression sur la police pour accélérer l'accord de son exécution, en montant psychologiquement la population contre eux. Mais la police faisait déjà tout son possible.
La procédure de l'accord était en cours devant la justice, et il ne pouvait pas simplement attendre. Il devait retravailler, continuer à lui soutirer des informations. Et il serait très important pour la police qu'Israël avoue ses crimes en donnant les noms des victimes et en indiquant aussi où les corps pourraient se trouver, pour renforcer la confiance dans la crédibilité des témoignages. Autrement dit, Israël devrait avouer un autre crime à cause de cela. Il a donc décidé de raconter ce qui s'est passé avec 2 de ses victimes. Bill et Lorraine Currier, un couple d'âge moyen qui vivait à Essex, dans le Vermont, et qui était porté disparu depuis juin 2011. Selon Israël, il a acheté un billet de l'Alaska pour Chicago. À Chicago. Il a loué une voiture et a conduit jusqu'au Vermont, où il a réservé une chambre d'hôtel, a dormi et le lendemain matin, il est parti à la recherche d'une victime ou de victimes. Comme toujours, il n'avait personne en tête, ce qu'il voulait, c'était une opportunité où il ne se ferait pas attraper. Il a donc choisi de commettre le crime dans une maison, où il pourrait s'introduire et agresser les occupants. Il avait certains critères à respecter à ce sujet, comme le fait que la maison ne devait pas avoir d'enfants, pas de chiens et que le garage devait être relié à la maison. Alors, lorsqu'il a trouvé la maison qui répondait à ses besoins, il était temps de se préparer et de s'organiser. Pour Israël, il s'agissait de récupérer l'un de ses kits. Selon Israël, tous ses déplacements tournaient autour de cacher un de ses kits ou de tuer. Lorsque la police vérifie les mouvements de sa carte de crédit, elle découvre des billets d'avion et des réservations d'hôtels dans divers endroits du pays. Ces voyages ne semblaient pas suspects, car l'excuse qu'il donnait aux autres était toujours liée au travail. Il était tout le temps en voyage quelque part, donc pendant ces 16 années, il distribuait des kits lors de certains voyages et, lors d'autres, il tuait, comme dans le cas du couple, en Israël. Il est allé jusqu'à un terrain abandonné, situé à l'arrière d'un entrepôt, où, des années auparavant, il avait caché l'un de ses kits, qui n'était rien d'autre qu'un grand seau. Dedans, il y avait une arme, un silencieux, du ruban adhésif, des colliers, des sacs poubelles, des couteaux et des produits de nettoyage. Il avait l'intention d'entrer dans la maison lorsque le couple serait déjà endormi, alors il est resté dehors, observant le moment où ils éteindraient pas les lumières. Et dès que cela s'est produit, une demi-heure plus tard à peu près, il a coupé les lignes téléphoniques de la maison depuis l'extérieur. Ensuite, il a utilisé un outil pour ouvrir la porte de la cuisine de la manière la plus silencieuse possible, et ainsi il est entré dans la maison. Une fois à l'intérieur, Israël ne fait rien. Au début, il reste caché à peu près de 22h jusqu'à 2h du matin. Et là, à ce moment-là, il commence à marcher lentement dans la maison, cherchant de l'argent ou quelque chose de valeur. Lors de cette recherche, il a trouvé 2 armes. Israël les a mises de côté pour qu'après l'exécution de son plan, il puisse emporter les armes avec lui pour la fabrication d'un autre kit. Alors, après avoir inspecté toute la maison et fait une sorte de cartographie des lieux, Israël décide de les réveiller. Il pointe une arme sur le couple, affirme cambrioler la maison, demande leur coopération et promet qu'il ne leur arrivera rien, à condition qu'ils obéissent à tous ses ordres, même si ce n'était pas vraiment son véritable plan. D'abord, Israël attache les mains et les pieds des croix de Baal, mais au moment où il s'apprête à faire de même avec Lorraine, Bill parvient à s'échapper. Les deux s'engagent dans un combat, mais comme Israël avait l'avantage, il a réussi à immobiliser Bill à nouveau. Ensuite, il a emmené le couple dans le garage. Désespéré, Bill s'échappe encore et Israël lui tire alors une balle dans la tête. Avec Bill déjà sans vie, Israël viole Lorraine et l'étouffe. Il quitte la scène du crime en emportant avec lui les armes, l'argent et les corps. Lorsque la police a demandé où se trouvaient les corps, Israël a dit qu'il donnerait cette information plus tard. Tout comme le couple, le FBI pense que, lors de ce voyage, Israël a fait plusieurs autres victimes. Mais rien n'a jamais été totalement conclu ou prouvé, car le 2 décembre 2012, Israël s'est donné la mort dans sa cellule. Pendant la période où Israël était en détention, la police n'a réussi à l'interroger que 3 fois. Et tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ce sont des fragments d'autres crimes qu'ils n'avaient pas encore racontés. Plus de détails seraient en donnés une fois la négociation de la peine de mort terminée. Selon les informations, Israël aurait fait au moins 11 victimes. Et comme il s'agit encore d'une enquête très active,
le FBI ne divulgue pas toutes les informations. En 2014, 2 ans après la mort d'Israël, les enquêteurs ont diffusé une liste PDF des lieux visités par Israël de 1996 à 2012. Cette liste contient des informations sur les hôtels où il a séjourné, les hébergements qu'il a fréquentés, les vols qu'il a pris en détaillant le nom des compagnies aériennes et le numéro du vol. C'est une liste très complète. Par exemple, du 6 au 16 octobre 2004. Il existe des archives indiquant qu'Israël était à Seattle. Le 6, il a pris un vol de Southwest Airlines du New Hampshire à Manchester et il est revenu le 16. À Manchester, il a loué une voiture chez Enterprise. Il a pris une Kia modèle Amante de couleur rouge. Il y a aussi la plaque d'immatriculation de la voiture dans ce document et il a conduit cette voiture sur 1745 miles, soit 2800 km/h. Un autre exemple, du 29 octobre au 2 novembre 2007, Israël est allé à Los Angeles. Le 29, il a pris un vol avec la compagnie Alaska Airlines et il est descendu à Los Angeles. Là-bas, il a loué une Mitsubishi Lancer blanche, il y a aussi la plaque d'immatriculation de la voiture et il a parcouru 95 miles, soit 150 km. Quel est le but de la publication de cette liste par le FBI ? Peut-être que si quelqu'un a dans sa famille ou parmi ses amis quelqu'un qui a disparu à ces dates dans ces localités de cette liste, et si les informations correspondent, ils espèrent que ces personnes prendront contact avec eux. D'ailleurs, le FBI n'a pas divulgué toutes les informations complètement, parce qu'ils connaissent plus ou moins la direction qu'Israël a prise. Et ces détails minutieux sont gardés secrets pour que, si un jour quelqu'un apparaît avec des indices, ces indices puissent correspondre aux informations confidentielles qu'ils possèdent, évitant ainsi le risque que des gens apparaissent juste pour attirer l'attention. Mais voilà qu'en mai 2020, 6 ans après que le FBI ait publié cette liste, ils ont révélé une nouvelle pièce de ce puzzle. Une photo montrant des crânes dessinés a été mise à la disposition du public. Israël lui-même avait laissé ce matériel, ainsi qu'une lettre de 4 pages, dans sa cellule, le jour où il a mis fin à ses jours. Cette image représente un dessin de 11 crânes, tous avec une croix sur le front, et un dessin différent des autres, qui ressemble à une chèvre à l'intérieur d'une étoile, également avec une croix sur le front. Mais sous l'un de ces crânes, il y a une phrase écrite « We are one » ou « Nous sommes tous un ». Ces crânes ont des tailles et des formes un peu différentes, et il existe plusieurs spéculations selon lesquelles cela pourrait être la représentation de ces victimes. Alors, en regardant cette image, le FBI espère que quelqu'un pourra aider à déchiffrer ce que cela signifie. Et il y a plus. Les animatrices du podcast Crime Junkie, Ashley Flowers et Britt, ont proposé une version comme ça, qui a un certain sens et qui donne même un peu la chair de poule. Elles ont pensé genre Israël voyageait beaucoup, il avait des plans très bien élaborés, ses actes semblaient être une addiction assouvie. Ce furent des années de voyage et, même d'après ces interrogatoires, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de victimes. Alors, et si ces crânes n'avaient rien à voir avec les victimes ? Mais oui, ce sont d'autres tueurs en série, exactement comme lui. Et genre, sur un des dessins, il était écrit « Nous sommes tous un ». Peut-être que les 11 crânes seraient 11 dispersés quelque part. Quant à l'autre image, celle de la chèvre, elle représenterait l'image du mal, ce qui serait là au milieu, peut-être en train de les connecter tous. D'ailleurs, toutes ces images, les crânes, la chèvre, ont en commun la croix sur le front. Quelle que soit l'intention qu'il avait avec ces images, une chose est sûre, il a réussi à effrayer beaucoup de gens et à mettre aussi le FBI sur les nerfs, essayant de déchiffrer tout ça. Dès qu'Israël étant mort, ils ont publié la lettre en 2014, ils ont publié la liste des endroits où il était allé en 2020 ainsi que ses dessins. La police a finalement révélé les informations au public pour tenter de résoudre l'affaire. Et il reste encore une question en suspens. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres informations comme celle-ci qui sont gardées confidentielles par le FBI ? Cela fait plus de 10 ans qu'Israel Keyes a donné des informations, ne serait-ce qu'en parole. Il a agi 16 ans et seulement 2 crimes ont apparemment été résolus.
Celui de Samantha, décrit dans la première partie, est l'affaire du couple Courrier, dont la disparition a reçu une explication. Mais les corps n'ont toujours pas été retrouvés, donc il y a certainement d'autres victimes quelque part, probablement des dizaines, voire des centaines. Et c'est grâce à quelques indices et informations recueillis dans une autre affaire spécifique, celle de la mère, Nancy, et de sa fille, Joy, que, si on s'arrête pour essayer de relier les points, on peut penser que c'était Israël, qui ça ne peut être que lui. Alors, je vous invite à suivre la troisième et dernière partie de cette série, l'affaire Nancy et Joy Buttissio. Découvrons ensemble si cette famille est une nouvelle victime du tueur en série sans modus operandi, Israel Keyes. Nancy Buttissio, née le 21 août 1960 à New York, a consacré de nombreuses années à son travail. C'était une personne infatigable. Nancy se levait tôt, se couchait tard, déjeunait rapidement et faisait 1000 choses à la fois. Et comme elle était très communicative, elle était aussi toujours en train de parler, de rire et de gesticuler. Nancy a obtenu son diplôme en économie et travaillait à Wall Street comme consultante à la bourse. Elle a passé la majeure partie de sa carrière à changer d'entreprise au fur et à mesure qu'elle accédait à des postes plus élevés. Elle était généreuse financièrement avec sa famille, mais elle pensait aussi à l'avenir et économisait beaucoup pour assurer sa retraite. Le rêve de la plupart des New-Yorkais est de pouvoir profiter de leur retraite en Floride. La raison pour laquelle beaucoup veulent s'y installer, c'est le calme et le climat local. Mais Nancy a choisi de ne pas attendre la vieillesse. Elle pensait que la vie devait être vécue intensément, mais elle sentait qu'il ne servirait à rien d'avoir autant travaillé si ce n'était pas pour en profiter. Ainsi, en 1995 à 35 ans, elle a décidé qu'il était temps de commencer à ralentir. Lorsqu'une collègue de travail a démissionné et a déménagé à Boca Raton, en Floride, elle a décidé de faire la même chose. Nancy rêvait de devenir mère, et si cela arrivait, elle voulait profiter de chaque instant dans un lieu plus calme et sûr que la folie de New York. À cette époque, elle sortait avec Philip Hauser, un avocat résidant à Brooklyn, et il n'a pas été facile de le convaincre de déménager en Floride. Alors, au début, Nancy a décidé d'y aller seule, et la distance déterminerait l'avenir de leur relation, en découvrant que Philip n'irait pas. La sœur de Nancy, Jeanne, et son mari, Stan Brunon, ont décidé de déménager avec elle. Ils prévoyaient déjà de déménager en Floride, un jour, et ils ont simplement avancé le voyage pour ne pas laisser Nancy partir seule. Nancy a acheté une maison de 4 chambres à Boca Raton, dans une résidence haut de gamme à Hayden Lake, et sa sœur et Stan ont acheté une autre maison, également dans la même région. Nancy voulait acheter une grande maison parce qu'elle prévoyait d'accueillir la famille restée à New York pendant les vacances et aussi parce qu'elle voulait avoir beaucoup d'enfants. Elle et Philippe étaient dans une relation à distance et, au début de 1999, Nancy est tombée enceinte. Elle avait maintenant 39 ans et, en raison de son hypertension, son médecin lui a déconseillé de poursuivre la grossesse. Cependant, elle a ignoré le conseil et a mené la grossesse à terme. Philippe, en revanche, ne voulait pas avoir d'enfant, mais il a soutenu la décision de Nancy. La date donnée par le médecin comme date probable d'accouchement était le 25 décembre 1999, le jour de Noël. Ainsi, en découvrant que le bébé serait une fille, Nancy a décidé de l'appeler Joy Noel Joy, en hommage à son père, Joe, et Noël parce qu'elle serait son ange de Noël. Cependant, la petite Joy a décidé de venir au monde quelques jours plus tôt, le 17 décembre. L'accouchement s'est bien passé et le rêve de Nancy avait enfin été réalisé. Philippe s'est rendu en Floride dès qu'il a appris la naissance. Et en arrivant à l'hôpital et en voyant sa fille à la maternité et Nancy dormant dans la chambre, il s'est précipité chez un bijoutier. Il a acheté une bague en diamant pour Nancy et un petit bracelet à cœur pour Joy. Il est alors retourné à l'hôpital et a demandé Nancy en mariage. Ils se sont mariés 3 mois plus tard. Philippe continuait à travailler à New York, mais il passait pratiquement la moitié de son temps en Floride.
Lui et Nancy étaient d'excellents parents et il a grandi dans un foyer rempli d'amour. Mais tout cet amour ne venait pas seulement de ses parents, il venait aussi de ses oncles, Jeanne et Stan. La famille était très unie et ils faisaient pratiquement tout ensemble, car ils passaient beaucoup de temps avec des adultes. Joy était l'un de ces enfants à l'esprit avancé. Elle était très joueuse, drôle, communicative, comme sa mère l'était à son âge, mais elle savait aussi respecter tout le monde. Elle saluait tout le monde qui passait, elle parlait calmement. Et la tante Jeanne a dit que Joie, parfois, ne semblait même pas être une enfant. Elle n'était pas difficile pour manger, elle mangeait des choses que d'autres enfants refusaient, comme des tartes, par exemple. Elle adorait les fruits de mer, la cuisine thaïlandaise, l'agneau, la salade. La famille fréquentait un restaurant chic à Boca Raton appelé Casa d'Angelo, et chaque fois que Joie arrivait, les serveurs venaient à la saluer, et le propriétaire du restaurant demandait déjà qu'on apporte à table une portion d'huîtres. Il était émerveillé de voir une si petite fille manger quelque chose que beaucoup d'adultes ne mangent pas. En 2003, Philippe et Nancy ont divorcé à l'amiable. Il a commencé à rester à New York à plein temps, mais il voyait sa fille sur Skype, il la voyait pratiquement tous les jours, même s'ils étaient physiquement séparés. Philippe et Nancy s'entendaient en bien, ils avaient beaucoup de respect et d'admiration l'un pour l'autre et partageaient ensemble un rôle parental important. En 2006, le divorce a été prononcé, mais déjà à cette époque, le couple envisageait une réconciliation. Le 12 décembre 2007, Nancy était allée chercher sa fille plus tôt à l'école, car elle devait l'emmener à un rendez-vous chez le cardiologue. Quelques semaines auparavant, un pédiatre avait détecté un souffle au cœur et avait recommandé de consulter un spécialiste. Le rendez-vous était à 1h de l'après-midi et Joy devait aller chez une amie à 3h30. Alors, en sortant du rendez-vous, Nancy a décidé de passer au centre commercial pour acheter un cadeau de remise de diplôme pour la nièce d'une amie. Et aussi commander le gâteau d'anniversaire de Joy, qui aurait lieu dans 5 jours. Pour célébrer son 8e anniversaire, Joy avait choisi comme lieu le restaurant Casa d'Angelo. Ce choix a surpris de nombreux parents qui n'auraient jamais imaginé emmener leurs enfants dans un restaurant chic comme celui-ci pour une fête d'enfants. Mais cela n'a pas surpris ceux qui connaissaient Joy. La fillette a dit qu'elle voulait souffler ses bougies près de ses jeunes amis, que ce soit les serveurs, qui l'avaient surnommée la future mère de Boca Raton. Le propriétaire du restaurant avait été tellement flatté par ce choix qu'il avait même préparé un menu spécial pour les 12 enfants qui participeraient à la fête. Après environ 50 minutes au centre commercial, Nancy et Joy sont sortis et sont allés à la voiture. Malheureusement, les deux ne sont jamais rentrés à la maison. Nancy devait appeler sa sœur dans l'après-midi pour lui dire comment s'était passée la consultation de Joy chez le cardiologue. Mais elle n'a jamais passé cet appel et ne répondait pas non plus aux appels de Joanne. Dès lors, nous ignorons ce qui s'est passé. Le peu que l'on sait, c'est ce que les caméras de surveillance et les mouvements bancaires ont pu enregistrer. Peu après minuit, les agents de sécurité du centre commercial ont vu une seule voiture garée devant Sears. Ils se sont approchés et ont remarqué que le moteur était encore en marche, mais que la voiture ne bougeait pas. Impossible de voir qui était dedans. Ils ont appelé, mais personne n'ouvrait la porte. Le règlement du centre commercial leur interdisant d'ouvrir le véhicule, ils ont donc appelé la police. 2 enquêteurs et un spécialiste en explosifs ont été envoyés, car des voitures laissées avec le moteur allumé peuvent indiquer la présence d'une bombe. À leur arrivée, l'un des agents a passé une sonde autour de la voiture. Tout était en ordre. Peu après, un deuxième officier a ouvert la porte avant. Il n'a vu personne. Mais en regardant sur la banquette arrière, il a vu la scène qui s'y trouvait. Ce serait le cauchemar de la ville pour les semaines suivantes. À l'arrière, mère et fille avaient les poignets liés par des colliers de serrage, des lunettes de plongée masquées de rubans noirs sur les yeux et une blessure par balle au front. Les policiers ont immédiatement appelé des renforts et toute la zone a été isolée. Le matin, Jeanne déjeunait avec son mari et sa fille. Elle a appris aux infos qu'un vol suivi d'un meurtre avait eu lieu au centre commercial.
Sans que le journal ne donne le nom ou la description des victimes, elle a commencé à se sentir très mal et à dire qu'elle était certaine que les victimes étaient sa sœur et sa nièce. À 10h30, la police de Boca Raton a informé Jeanne de la mauvaise nouvelle. Les enquêtes ont montré que Nancy et Joie sont sortis par la porte de Sears à 15h11. À 15h14, son portable a appelé le 911, mais l'appel a été rapidement interrompu. En suivant le protocole d'urgence, l'opératrice du 911 a rappelé, mais l'appel est tombé sur la messagerie vocale. À 15h19, un retrait de $500 a été enregistré sur le compte de Nancy. À 15h22, sa voiture a été vue entrant à nouveau dans le parking du centre commercial. Mais malheureusement, à l'intérieur du parking, il n'y avait pas de caméra, ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la voiture. Aucune empreinte digitale autre que celle de Joy ou de Nancy n'a été trouvée. L'affaire a rapidement choqué la communauté. Le désespoir était si grand que le lendemain, le centre commercial était resté pratiquement vide. La semaine suivante, de nombreux agents de sécurité assuraient devant le parking et escortaient les visiteurs en voiturette de golf jusqu'à leur voiture. Pour la police, la situation n'était pas bonne non plus. La personne qui avait enlevé et exécuté les deux était très bien préparée. Il a minutieusement planifié le crime, étudié les lieux, tout fait très rapidement et surtout sans être remarqué dans l'un des endroits les plus fréquentés, un centre commercial. Les jours précédents, il a pensé à chaque étape, a apporté des attaches, des menottes, a probablement utilisé des gants et n'a laissé aucune trace. Il a fabriqué des liens visuels en couvrant les lunettes de soleil avec du ruban isolant. Il avait 2 paires de lunettes, une pour Nancy, une pour Joy, et son arme avait très probablement un silencieux. Le premier à être interrogé fut Philippe, mais il avait des alibis solides. Ses associés et ses clients ont prouvé qu'il était à New York. Dans ces cas, la police envisage toujours que le mari ait pu commettre le crime. Mais comme il n'était pas présent sur les lieux, rien n'empêchait que cela ait pu être commandité. Cependant, en approfondissant les investigations, Philippe a été écarté comme suspect. Une autre raison pour laquelle la police pensait qu'il n'avait rien à voir avec le crime était le fait que, même si ce crime était terrible et macabre, il n'a pas été le seul à se produire de cette manière. Au même endroit, quelque chose de très similaire était arrivé à une autre mère et à un bébé, dans le parking du même centre commercial. 4 mois plus tôt, le 7 août 2007, une femme dont la police garde le nom secret, nous l'appellerons donc ici Jane, s'est présentée au commissariat en état de choc pour signaler un incident. Bien sûr, il n'existe aucun enregistrement, ni audio, ni vidéo de ce moment. Ce qui existe, ce sont des transcriptions de la déposition. Alors je vais vous rapporter ici ce que Jane a dit aux policiers. Je marchais sur le parking du centre commercial avec mon fils d'1 an et 8 mois dans la poussette en direction de ma voiture. Alors, comme d'habitude, j'ai d'abord ouvert la porte arrière, j'ai installé mon fils dans le siège auto, je lui ai mis la ceinture et je suis allé plier la poussette pour la mettre dans le coffre. Pendant que je rangeais la poussette, mon fils a commencé à pleurer et à appeler maman, maman. Quand j'ai regardé à travers le coffre, j'ai vu un homme assis à côté de lui, il portait un chapeau et des lunettes de soleil. Sur le moment, pendant 1 seconde, j'ai pensé que ça pouvait être quelqu'un qu'on connaissait, mais tout de suite j'ai paniqué et je suis allée voir qui c'était. En arrivant devant la porte, il m'a pointé une arme, il m'a dit de conduire et de faire tout ce qu'il demanderait. Terrifiée, je me suis assise en démarrant, en pleurant beaucoup. Je le suppliais de ne rien nous faire, surtout à mon fils. Il a dit que si je faisais tout ce qu'il demandait, il ne se passerait rien. Il a demandé si j'avais de l'argent ou des chèques, j'ai dit non. Il a demandé si j'avais des cartes de crédit, et j'ai dit oui, mais elles étaient toutes au plafond. Il m'a alors ordonné de conduire jusqu'à un distributeur automatique. Là, il m'a fait retirer $600 et ce n'était que ce montant, parce que c'était la limite. Après cela, il m'a donné les coordonnées de l'endroit où il voulait que je m'arrête. Nous sommes arrivés à l'arrière d'un snack-bar et il a échangé sa place avec moi. Je suis allée sur la banquette arrière et il m'a menottée avec un collier de serrage, m'attachant au siège auto de mon fils.
Il a pris un autre collier de serrage et a attaché mon cou au métal de l'appui-tête du siège. Après avoir mis sur mon visage des lunettes de soleil recouvertes de rubans adhésifs, il a commencé à conduire la voiture. Je pouvais voir un peu à travers les lunettes, mais je n'ai pas laissé qu'il s'en rende compte. J'ai dit que le lien était trop serré à mon cou, il a donc arrêté la voiture pour le desserrer. C'est là qu'il s'est rendu compte que je pouvais le voir avec ses lunettes, alors il les a remplacées par des lunettes de plongée recouvertes de rubans adhésifs. Il m'a demandé si je voulais qu'il me donne l'eau qui était dans mon sac ou si je voulais qu'il donne le biberon à mon fils. J'ai dit non, que ce n'était pas nécessaire parce qu'en fait j'avais peur qu'il essaie de nous empoisonner. J'ai commencé à avoir une crise d'asthme et il m'a dit que je n'avais pas à m'inquiéter, que tout irait bien si je n'obéissais pas. Quand mon téléphone portable a commencé à sonner, il a changé, il s'est énervé, on aurait dit que ça ne faisait pas partie du plan, alors j'ai dit que ça devait être le père de mon fils. Mais j'ai dit que j'étais séparée et que mon ex me poursuivait. Chaque fois que je ne répondais pas, il venait me chercher. Bien sûr, ce n'était pas vrai, et je voulais juste une chance de parler au téléphone. À ce moment-là, je pense qu'il a eu peur, il m'a laissé répondre à l'appel, mais je devais dire que la voiture était en panne à Delray Beach et qu'il devait venir me chercher. À ce moment-là, il s'est vraiment arrêté, nous étions bien à Delray. Il a pris mon permis de conduire et il a dit que maintenant il connaissait mon nom, où j'habitais et qu'il viendrait me retrouver. Si je donnais sa description à la police, il est sorti de la voiture et il a disparu. Je suis restée coincée par le cou, désespérée, menottée, avec des lunettes de plongée serrées sur mon visage, mon fils pleurant à côté de moi pendant presque une demi-heure, en attendant que mon ex arrive. C'était le pire sentiment que j'ai jamais ressenti de toute ma vie. Malgré sa peur, Jeanne est allée au commissariat dénoncer le ravisseur. Aujourd'hui, elle bénéficie du programme de protection des témoins. Elle a pu changer de nom, d'adresse et, grâce à cela, son identité est préservée. Selon Jeanne, cet homme mesurait environ 1,75 mètres, avait la peau blanche et n'avait pas d'accent. Il portait un chapeau de style militaire et des lunettes de soleil. Ses cheveux étaient en châtain et il portait une queue de cheval à la hauteur de la nuque. Tout type d'enlèvement, même les courts juste pour des retraits au distributeur automatique, est considéré comme un crime fédéral aux États-Unis. Et l'équipe de Boca Raton, avec le FBI, a commencé l'enquête sur l'affaire de Jane. Et cette même équipe a pris en charge l'affaire de Nancy et Joy, car ils pensaient qu'il s'agissait des actes du même suspect. Alors que dans l'affaire de Jane, la seule chose qu'ils avaient était le portrait robot de l'affaire de Nancy. Ils devaient rassembler plus de preuves, et bientôt l'une d'elles est apparue. Le criminel a emporté dans sa voiture des effets personnels, dont son téléphone et sa carte de crédit, retrouvés quelques jours plus tard. Les personnes qui ont trouvé les objets ont été interrogées, mais ont ensuite été relâchées. Le FBI croit-il vraiment qu'ils ne sont pas impliqués ? En février de l'année suivante, 2008, et vous allez comprendre pourquoi je souligne ici 2008. Un profileur criminel du FBI a dressé le profil du criminel. Selon lui, il s'agit de quelqu'un ayant une expérience militaire, car en plus de porter un chapeau utilisé par les militaires sur le terrain, il agit aussi de manière très précise. Une caractéristique de quelqu'un qui est déjà passé par l'armée. Son but initial est seulement de voler, mais il n'a pas peur de tuer. D'ailleurs, il a déjà tué auparavant. Il choisit ses victimes en fonction de leur vulnérabilité, des mères au pouvoir d'achat élevé. C'est pourquoi il a choisi ce centre commercial et d'y aller en compagnie des enfants, car ainsi il détient un contrôle total sur elles. Par la peur, il ne veut en aucun cas être identifié, bien sûr. C'est pour cela les lunettes de plongée avec du ruban adhésif. Il commet d'autres crimes et a besoin d'argent rapidement. Il aime l'adrénaline que procure un enlèvement. Sinon, il ne commettrait que des délits de fraude. Il n'a pas peur du contact avec la victime et il prend plaisir à être aux commandes, il connaît bien la région, d'autant plus que dans ce cas précis, celui de Nancy Joy, il savait que le centre commercial n'avait pas de caméra sur le parking, seulement à l'entrée et à la sortie. La police de Boca Raton a publié le profil du criminel ainsi que le portrait robot.
Elle a offert des récompenses à toute personne pouvant fournir des informations permettant de l'identifier. Mais malgré tous ces efforts, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à identifier officiellement l'auteur de ces crimes. Et je dis officiellement parce que pourquoi ce ne serait pas Israel Kiss? Tatiana Daniel, du podcast Café, Crème et Chocolat, a fait une analyse de cette affaire en se basant sur les informations laissées par Israel Keyes avant sa mort. Et elle a listé plusieurs points qui ont plutôt du sens et j'ai voulu vous les présenter ici. Ce profilé criminel a dressé ce profil du criminel en 2008 et en 2012 lorsque Israel Kiss a été arrêté. Il a raconté en détail comment il agissait et pratiquement tout ce que j'ai dit. La loi ici maintenant de ce profil correspond à plusieurs points qu'Israël a admis avoir fait pendant toutes les années où il a commis ses crimes. Concernant la liste que le FBI a publiée, des points où Israël était présent. Au cours des 16 années où il a agi, est-il possible de trouver des indices qu'il soit passé par Boca Raton? Parce que, même s'il n'existe pas de lien direct avec lui à cet endroit, il est possible qu'il ait loué une voiture et qu'il ait conduit quelques kilomètres pour arriver là où il voulait. Israël était aussi un braqueur chevronné. Le FBI a confirmé 8 braquages de banques commis par lui. C'est avec l'argent obtenu lors des braquages qu'il finançait ses voyages et le matériel pour les kits, pour que rien ne soit remarqué dans sa déclaration d'impôt ou par des transactions sur ses cartes. La liste que le FBI possède des endroits est basée uniquement sur ce qu'Israël payait avec sa carte ou lorsqu'il utilisait son email. Autrement dit, la véritable liste doit être bien plus longue. En regardant le portrait robot, on peut aussi soupçonner qu'il pourrait s'agir d'Israel Keyes, non seulement à cause du choix des vêtements et des accessoires, mais aussi à cause des traits physiques. Israël avait les cheveux un peu longs, ce qui lui permettait de faire une petite queue de cheval. Mais lors d'un braquage qu'il a commis dans une petite banque à New York, il portait une fausse moustache et une perruque. Lors d'un autre braquage, en Arizona, il portait une longue barbe, fausse ainsi qu'une perruque, c'est-à-dire qu'il se déguisait aussi dans les deux cas, celui de Jeanne et celui de Nancy. La police a essayé de retrouver la marque des lunettes de plongée, mais il s'agissait d'une marque très populaire qu'on pouvait trouver partout. Ce criminel n'a laissé aucune empreinte digitale. Très probablement, il portait des gants, sachant qu'Israël gardait toujours des gants et des lunettes de soleil dans ses kits. Mais croyez-le ou non, Israel Keyes n'est officiellement suspecté d'aucun de ces deux crimes. L'année de la mort de Nancy et Joy, les maisons de la rue où elles habitaient, qui étaient déjà décorées pour Noël, ont retiré leurs décorations pour exprimer leur deuil. Le restaurant Casa d'Angelo, qui devait accueillir la fête d'anniversaire de Joy le 17, a fermé ses portes ce jour-là. Lors de la représentation de la chorale de l'école que Joy fréquentait, les élèves ont observé une minute de silence et ont lu un hommage en son honneur. La veillée funèbre des deux a eu lieu dans l'église où Joy a été baptisée. Le révérend qui a dirigé la cérémonie était celui qui, dans 3 mois, aurait donné à Joy sa première communion, et elle Athénéa a été enterrée avec la robe blanche qu'elle aurait portée pour la cérémonie. Tu crois qu'Israel Kiss était responsable de ces crimes? Laissez votre avis ici dans les commentaires, et on se retrouve donc pour la prochaine affaire. Sean Michael Great est né le 8 août 1976 dans l'Ohio, aux États-Unis. Ses parents s'appellent Teresa et Terry Great. Il a un frère, Jason, de 2 ans son aîné, et une sœur, Barbara, de 7 ans son aînée. Mais Barbara est seulement sa demi-sœur maternelle, car elle est issue du premier mariage de Teresa. À l'école, depuis l'enfance, il était considéré comme un garçon très beau, surtout à cause de ses yeux bleus qui attiraient tant l'attention. Cependant, Sean a rencontré quelques difficultés d'apprentissage et a fini par redoubler la maternelle, et en première année. Peut-être que ces problèmes s'expliquent par le fait que, lorsqu'il avait seulement 6 ans, ses parents ont divorcé.
Et à partir de là, Teresa a négligé l'éducation de ses enfants, les laissant parfois même sans manger. Elle se préoccupait plus de participer à des fêtes et à des rencontres avec des amis que de la maternité, laissant Barbara, Jason et Sean livrés à eux-mêmes. En réalité, c'était Barbara qui, bien souvent, était responsable de s'occuper de la maison et de ses frères pendant que leur mère s'amusait. À l'âge de 17 ans, Barbara s'est mariée et a quitté la maison, ce qui, par conséquent, a fait que ses frères ont été encore plus négligés. Un an plus tard, lorsque Sean avait 11 ans, Teresa a déménagé avec ses enfants dans le Kentucky, un endroit situé à 400 km de l'Ohio. Et la raison de ce déménagement était qu'elle allait vivre avec un nouvel homme. Sean n'a pas aimé cette idée. On dit qu'il ne s'est jamais adapté aux différents petits amis que sa mère avait. Et, à cause de cela, après ce déménagement dans le Kentucky, il n'y est pas resté longtemps et il est allé vivre avec son père. Selon l'ancien, une ex-petite amie d'adolescence. Bien que Sean montre encore qu'il est un garçon sympathique et sociable dans son environnement privé, il semblait déprimé et démotivé. Elle a affirmé que Sean restait allongé sur le canapé pendant des heures, sans dire un mot, et parfois il mettait même du temps à répondre quand on l'appelait. Le 24 novembre 1994, à 18 ans, Sean a commis son premier crime après une dispute avec sa petite amie. Il l'a étouffée, mais heureusement, elle a réussi à survivre. En raison de cela, il a été accusé d'agression et a même été emprisonné, mais il n'est pas resté en prison même un an. Le 23 octobre 1996, il a cambriolé une maison et a volé de l'argent et des bijoux. Accusé d'intrusion et de vol, il a été condamné à 4 ans de prison mais libéré un an plus tard, fin 1997. Le 22 octobre 1999, à l'âge de 23 ans, Sean a de nouveau tenté d'agresser une petite amie de l'époque, âgée de 17 ans. Ce jour-là, il y a eu une grande confusion. Après une dispute du couple, il a fait irruption chez elle et s'est caché sous le canapé pour l'aborder à son arrivée. Cependant, la jeune fille est rentrée chez elle avec sa sœur et son neveu. Sean est apparu pratiquement du sol et a commencé à menacer les trois. Comme elle n'a pas réussi à contrôler la situation, sa belle-sœur a fini par appeler le 911. Heureusement, tout le monde a réussi à s'échapper et Sean a fini par être arrêté. Il a été condamné à seulement 5 ans de liberté conditionnelle. Et je dis seulement parce qu'il semble que la justice avait déjà oublié que ce n'était pas la première fois qu'il agressait une petite amie, comme il pénétrait également par effraction dans la maison. Pendant la période d'exécution de cette peine, Sean a violé les conditions de la liberté conditionnelle et a fini par voir sa peine transformée en régime fermé. Mais un an avant la fin de la peine, en 2003, il a été libéré. Qu'est-ce que Sean avait ou qu'est-ce qu'il arrivait à faire pour obtenir autant d'avantages? C'est une question à laquelle beaucoup aimeraient encore avoir une réponse aujourd'hui. Car s'il avait été gardé en détention plus longtemps, peut-être que les faits tragiques qui vont être racontés maintenant ne seraient d'ailleurs jamais arrivés. Sean profitait de sa beauté, de sa carrure et de sa gentillesse charismatique pour profiter des femmes. Au lieu d'essayer de garder un emploi, Sean voyait dans les flirts des occasions moins fatigantes de gagner de l'argent. En 2005, Sean a commencé à fréquenter Christina Hildred. Le couple était heureux au début, mais il n'a pas pu cacher sa véritable nature très longtemps. Sean non seulement a commencé à agir différemment et froidement, mais il se montrait de plus en plus jaloux et contrôlant, allant même jusqu'à agir de façon agressive à certaines occasions. Une fois, ce qui a été la goutte d'eau pour Christina, Sean lui a frappé le visage à plusieurs reprises et a serré son cou très fort. Elle a réussi à s'échapper et a demandé de l'aide. Sean s'est enfui mais a été retrouvé 4 jours après. Il a été arrêté et n'était resté en prison que 6 mois. Christina, de son côté, s'est enfuie par peur que, dès sa libération, il ne fasse encore quelque chose contre elle. En 2011, il a même épousé Amber Nicole Bowman, avec qui il a vécu un peu plus d'1 an.
Ils ont divorcé peu de temps après la naissance de leur fille. Amber a affirmé que Sean était devenu très contrôlant. Il l'a empêché par exemple de rester en contact avec sa propre famille. Elle a déclaré qu'en seulement 1 an, Sean avait complètement changé, passant d'un homme gentil et attentionné à quelqu'un d'égoïste et d'abusif. Après la séparation, Sean a rencontré des difficultés financières. Bien sûr, c'était elle qui le soutenait et, à cause de cela, il a commencé à menacer son ex-femme, allant jusqu'à lui dire, par message texte, qu'il se préparait pour un grand final. Il essayait de lui soutirer de l'argent par des menaces, disant que si elle refusait, il mettrait les noms des membres de sa famille dans un chapeau et ferait un tirage au sort. Il a même déclaré que si lui ne voyait pas sa fille, personne ne la verrait non plus. Amber a fini par porter plainte et en avril 2013, elle a obtenu une ordonnance de protection temporaire pour elle et sa fille. Après cela, Sean est devenu sans-abri, errant dans les rues et se réfugiant dans des maisons ou des hangars abandonnés du comté d'Ashland, dans l'Ohio. De 2013 à 2016, Sean a commencé à commettre une série de crimes horribles, mais qui sont restés, entre guillemets, bien caché. C'est alors qu'il a cessé d'être seulement un agresseur pour devenir un tueur en série. Pour que vous ayez une idée, il est allé jusqu'à dormir dans le même logement où 2 de ses nombreuses victimes étaient en décomposition. Toute sa méchanceté, sa perversité et sa cruauté allaient éclater au grand jour après un appel passé le 13 septembre 2016 par une survivante qui a appelé le 911 alors qu'elle était encore dans la captivité. La femme aujourd'hui identifiée sous le nom de Jenny, un nom générique utilisé pour préserver l'image d'une victime. Elle a réussi à appeler les services d'urgence pendant que Sean dormait ivre à côté d'elle. Tu as parlé? La laverie, 4e rue? T'as kidnappé Saul? Où il dort maintenant? Ou dans la chambre, tu es dans une autre pièce? Non? Tu es blessé? Mais reste en ligne. Tu ne peux ni quitter cet endroit, ni aller dans une autre pièce. Oui, des patrouilles sont déjà en route. Si tu ne peux pas parler, ce n'est pas grave. Reste juste en ligne. Je dois suivre l'arrivée des policiers. D'accord? Vas-y. Ne le laisse pas te voir avec le téléphone. Jane a accidentellement activé l'arme électrique quelques secondes et le bruit l'a réveillée. Sean, elle a lâché le téléphone mais ne l'a pas éteint. Par chance, Sean s'est juste réveillé, s'est assis sur le lit, a regardé par terre et s'est recouché pour dormir. Environ 5 minutes plus tard, lorsqu'elle se sent plus en sécurité, Jane reprend l'appareil.
peux les voir ou les entendre. Tu peux sortir de la maison, mais tu es à la porte. Tu peux apparaître à une fenêtre. Oui. Dès que la police est arrivée, Jeanne est restée en ligne et tout a été enregistré. Nue et blessée, elle a indiqué aux policiers la chambre où se trouvait Sean. Il a été immédiatement emmené au commissariat et, pendant ce temps, d'autres policiers ont fouillé toutes les pièces de cette maison abandonnée. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils trouvent 2 corps qui seront plus tard identifiés comme Elizabeth Griffith et Stacy Stanlick. 2 femmes disparues en août et septembre de cette même année. L'une d'elles a été retrouvée dans une armoire et l'autre au sous-sol, selon les rapports de police. Toutes 2 ont été étouffées à mort. Un destin qui, très probablement, n'aurait pas été différent de celui qu'aurait connu Jane Doe. Les corps étaient dans un état avancé de décomposition. Et je reviendrai bientôt pour parler de ces victimes, lorsque j'aborderai la liste de toutes les victimes de Sean. Mais vous pouvez déjà imaginer que ce qui leur est arrivé était pratiquement la même chose que ce que Jane a raconté avoir subi. Dans sa déposition, Jane Doe a déclaré qu'elle connaissait Sean depuis peu de temps, pas plus d'1 mois, alors qu'elle jouait au badminton dans sa chambre. Ils sont devenus amis, mais Jane a dit qu'elle n'avait aucun intérêt à avoir quelque chose de plus avec lui. Même ainsi, le 11 septembre, il a réussi à la convaincre de l'accompagner chez lui. Dans ce cas, la maison abandonnée qu'il avait envahie et transformée en son foyer. Il a dit qu'il avait un sac plein de vêtements à donner et Jeanne, le croyant, l'a donc accompagné. Une fois sur place, il l'a intimidée avec un taser, l'a attachée et, dès la première nuit, Sean a à peine dormi, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Elle a dit qu'il l'avait réduite en esclave sexuelle, l'obligeant à prendre des sédatifs, ce qui la rendait très détendue, droguée, mais encore consciente. Et elle a affirmé, avec beaucoup de difficultés, de peur et même de honte, qu'elle avait été soumise aux méthodes de violence sexuelle les plus dégradantes possibles. C'est juste pour que vous puissiez avoir une idée. Les policiers ont trouvé dans la maison un manche à balai dont l'une des extrémités était entourée de plusieurs chaussettes et par-dessus les chaussettes, plusieurs préservatifs. C'était seulement l'un des objets qu'il utilisait. Ce n'est qu'à la fin du 3e jour, après que Sean ait beaucoup bu et se soit évanoui, qu'elle a réussi à prendre son téléphone portable pour appeler la police. Après son arrestation, Sean a d'abord hésité à donner des informations, se taisant souvent ou donnant des réponses incohérentes. Cependant, après des interrogatoires persistants, il a fini par avouer tous les crimes, surprenant même la police avec des révélations choquantes. Il n'a pas seulement expliqué qui étaient les femmes retrouvées dans la maison, il a également ajouté d'autres victimes à la liste de ses crimes. Au début de l'année 2015, Sean a étouffé Rebecca Lacey, âgée de 31 ans, une jeune femme dont les restes ont été retrouvés en mars de cette année-là. Initialement, la cause du décès avait été attribuée à une overdose, mais avec cet aveu, les autorités ont rouvert l'affaire. En avril de l'année suivante, 2016, il y a eu une 2e exécution. Dana Nicole Laurie, âgée de 23 ans, Sean a reconnu avoir rencontré Dana alors qu'elle vendait des magazines en porte-à-porte. Il a dit qu'il l'avait invitée à entrer et, une fois à l'intérieur, il l'a poignardée. Dana avait été signalée comme disparue et, grâce aux aveux de Sean, elle a pu être retrouvée, après qu'il ait indiqué sur la carte l'endroit où il l'avait enterrée. En juin de la même année, la victime suivante fut Candace Mary Cunningham, 29 ans. Sean a affirmé qu'il était sorti avec elle pendant une courte période, jusqu'à ce qu'il l'étouffe mortellement.
La jeune femme n'avait même pas été signalée comme disparue, car elle était une personne modeste, sans téléphone portable ni réseaux sociaux. Et sa famille croyait simplement qu'elle avait déménagé en Caroline du Nord, où elle avait quelques amis. Le corps a été retrouvé après que Sean ait conduit la police jusqu'à une maison abandonnée qui avait été incendiée dans le comté de Richland, et derrière cette maison se trouvait le corps de Candace. Nous arrivons donc aux 2 victimes les plus récentes de Sean, Elizabeth et Stacy, les femmes retrouvées dans la maison abandonnée où il a été arrêté. En juillet, Sean a rencontré Elizabeth, 29 ans diagnostiquée de paranoïa et schizophrénie, vivant seule. La psychologue de l'État qui la suivait a déclaré qu'Elizabeth semblait récemment heureuse et enthousiaste, comme si elle avait rencontré quelqu'un de spécial. Mais jusqu'à ce moment-là, elle n'en avait parlé à personne. Il a affirmé que, le 16 août, ils se sont retrouvés pour dîner et sont ensuite allés chez lui. Une fois arrivé là-bas, Sean l'a jetée sur le lit et l'a étouffée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ensuite, il lui a enlevé ses vêtements, l'a attachée et l'a soumise à des séances similaires à celles de Jane Doe. Quelques jours plus tard, lorsque ces actes ont finalement coûté la vie à Elizabeth, il l'a placée dans le club. D'ailleurs, la porte de ce dressing était couverte de larves lorsque la police inspectait les lieux. Le 8 septembre, Sean était à la station-service lorsqu'une femme appelée Stacy, âgée de 43 ans, est arrivée en cherchant de l'aide pour changer le pneu de sa voiture qui avait crevé sur la route. Sean l'a aidée. Pendant qu'il travaillait, son fils est arrivé, car Stacy l'avait déjà appelé pour demander de l'aide, mais il avait prévenu qu'il mettrait du temps à venir. Comme elle ne pouvait pas attendre trop longtemps, elle a fini par aller à la station-service la plus proche et a rencontré Sean. Après que le pneu a été réparé. Le fils de Stacy est parti, il devait retourner au travail et il a laissé sa mère avec Sean. Elle n'est jamais rentrée chez elle et sa voiture avait été abandonnée sur une autoroute. Sean a avoué l'avoir étouffée et violée pendant des jours après qu'elle ait perdu la vie. Ne supportant pas ces lourdes séances de torture, il a emmené le corps de Stacy jusqu'au sous-sol et l'a recouvert de déchets. Ainsi, lors de son procès, Sean était poursuivi pour 5 féminicides ainsi que pour des crimes d'enlèvement, d'abus et de séquestration. Un crime en 2015 Rebecca et 5 en 2016. Dana en avril, Candice en juin, Elizabeth en août, Stacy en septembre et Jane Doe en septembre. On ne peut pas non plus imaginer combien d'autres, en si peu de temps, seraient devenus ses victimes si Jane Doe n'avait pas réussi à demander de l'aide. Le 15 septembre, Sean a fait une nouvelle reconstitution des crimes détaillant chacun d'eux. Et, ce jour-là, il a montré à l'un des officiers comment il étouffait ses victimes pendant le procès, qui a commencé très rapidement, le 22 septembre de la même année. Sean a déclaré être innocent de toutes les accusations, et son avocat, Ralph Whitney, a tenté de démontrer qu'il plaidait ainsi pour cause d'aliénation mentale. Cela semblait être un plan commun pour essayer de sauver l'accusé de la peine capitale, mais cela n'a servi à rien. Après plusieurs mois de procès, qui ne s'est terminé qu'en 2019 avec des audiences séparées pour chaque victime. Sean Great a été reconnu coupable de toutes les accusations et condamné à la peine de mort. Le 10 décembre 2020, Sean a perdu son recours contre la sentence. La Cour suprême de l'Ohio a confirmé la décision, déclarant qu'aucune autre peine ne pourrait rendre la moindre justice aux victimes. Son exécution est prévue pour le 19 mars 2025. Le 5 décembre 2003, Nancy Dunning était en congé et avait prévu un déjeuner avec son mari et l'un de ses enfants pendant leur pause au travail. Cependant, elle ne s'est pas présentée, après que plusieurs tentatives d'appel aient été faites sur son téléphone portable, ainsi que sur la ligne fixe de la maison, sans que personne ne réponde. Tous deux se sont rendus à la maison pour vérifier si tout allait au bien. À leur arrivée sur place, ils ont trouvé la porte ouverte et Nancy, sans vie, allongée sur le sol du salon,
touché par 3 balles. Nancy est née en 1947, avait 56 ans, était mariée et mère de 2 enfants. Agent immobilier et chroniqueuse pour l'Alexandria Gazette-Packer, elle adorait organiser des événements communautaires, comme des festivals d'art, et écrire des articles de soutien. Elle jouissait d'une excellente réputation et était aimée de tous. Nancy était appelée par certains la reine de Delray, Delray étant le quartier d'Alexandria où elle habitait, en Virginie, aux États-Unis. Mais alors pourquoi une femme aussi appréciée qu'elle aurait-elle été exécutée de 3 balles à l'intérieur de sa propre maison ? La scène du crime ne montrait aucun signe d'effraction ou de vol, le corps n'avait pas été déplacé et rien à l'intérieur de la maison n'avait été touché. La personne a simplement sonné à la porte, ouvert, tiré et est reparti. Le mari de Nancy, James Dunning, était le shérif de la police locale, et ce poste a rapidement suscité des soupçons de connexion pour diverses raisons, notamment la vengeance de quelqu'un arrêté par son équipe, ou même une motivation politique, puisque le poste de shérif dans ce comté était élu au suffrage populaire. En fait, James avait déjà reçu quelques menaces des mois auparavant, il avait reçu une lettre menaçant lui et toute sa famille. À cause d'un prisonnier nommé Chris Rock, cet homme n'aurait pas apprécié la façon dont il a été traité par l'équipe pendant son incarcération. La lettre faisait l'objet d'une enquête et l'homme en question était en prison depuis plus d'1 an. Donc, malgré la menace assez suspecte, il ne pouvait pas être celui qui avait commis un tel acte, mais cela aurait facilement pu être une action commanditée par lui. Cependant, il y avait une personne qui, même si elle n'était pas sur les lieux du crime au moment des faits, ne pouvait pas être écartée comme suspecte, le mari lui-même, James. Lors des interrogatoires, il ne montrait aucun mécontentement concernant le mariage, et il n'arrivait toujours pas à croire tout ce qui s'était passé. Bien que certains témoins, membres de la famille et amis aient affirmé que leur mariage n'était pas si parfait que ça, en réalité, les problèmes qu'ils avaient n'étaient pas les plus courants pour un couple qui était ensemble depuis plus de 20 ans. Quoi qu'il en soit, depuis l'incident, James a demandé à être relevé de ses fonctions, même si les raisons n'ont jamais été claires. Cela peut s'expliquer, par exemple, par le fait de ne pas vouloir s'impliquer dans l'enquête pour des raisons d'éthique, ou encore par la peur que, si ce qui est arrivé à Nancy était lié à sa fonction, sa vie et celle d'autres membres de sa famille pourraient également être en danger. Au cours de l'enquête, la police a reçu une facture de la carte de crédit de Nancy. Et ils ont découvert que, 45 minutes avant qu'elle ne soit touchée, elle se trouvait dans un supermarché, à 2 km de chez elle. Grâce aux caméras de sécurité de l'établissement, ils ont remarqué que pendant qu'elle faisait des achats de cadeaux de Noël à sa sortie, elle a été suivie par un homme. Avant cela, ce suspect était dans le supermarché, il faisait juste des tours, il n'a rien acheté, il semblait l'observer et il n'est parti que lorsqu'elle est sortie. Cette personne pourrait être la responsable. Même après la diffusion des images par la police, personne n'a été identifié et l'affaire s'est refroidie. Mais du fait qu'elle soit l'épouse d'un officier, il n'a jamais été classé. 10 ans plus tard, le 11 novembre 2013 et à moins de 3 km de la maison de Nancy, une autre personne a été attaquée et tuée, également devant sa porte. Ronald Franklin Kirby, un homme de 69 ans. Exactement de la même manière et pratiquement à la même heure, à 11h30 du matin avec 3 coups de feu tirés à bout portant et sans aucune preuve de vol ou d'effraction. Ronald est né le 7 janvier 1944 en Australie. Il est décrit comme un excellent père, mari et être humain, très présent dans la vie de tous ceux qui l'entouraient. Ronald était le directeur du département de planification des transports du Conseil des gouvernements métropolitains de Washington depuis 1987, c'est-à-dire qu'il occupait ce poste depuis plus de 25 ans, même si ce crime s'est produit 10 ans plus tard, tant la population que la police n'ont pas pu s'empêcher de comparer les deux événements comme étant similaires. Et cela est devenu encore plus évident lorsque l'expertise balistique est sortie et qu'il a été constaté qu'il s'agissait des mêmes calibres 22.
L'affaire de Nancy, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement close, était froide cette année-là, mais maintenant, avec le décès de Ronald, les deux affaires ont commencé à être enquêtées ensemble. Les deux victimes étaient très populaires et connaissaient beaucoup de monde, mais elles faisaient les parties de milieux différents et ne se connaissaient même pas. Lorsque la liaison entre les deux affaires a été prouvée, le mari de Nancy, James, a été officiellement écarté comme suspect. En effet, en plus de ne pas posséder d'armes de calibre E2 enregistrées à son nom, il a également été constaté qu'il n'avait aucun lien avec Ronald. Cependant, je pense que cela ne suffit pas à lui seul pour l'écarter comme suspect dans le crime contre Nancy. Parce que ce deuxième criminel aurait tout simplement pu, par exemple, copier les actes survenus en 2003 et, malgré tout, être responsable de la mort de son épouse. Mais enfin, une fois de plus, la police est restée sans piste et malheureusement, 3 mois plus tard, l'inattendu s'est produit. Le 6 février 2014, une autre personne a été attaquée exactement de la même manière. Rutne Miller Lodato a été attaqué avec 5 coups de feu d'une arme de calibre E2 devant sa porte à 11h30 du matin. Elle est née le 20 juin 1954, avait 59 ans et était mère de 3 enfants. Professeure de musique, également très connue dans la région, elle était décrite par beaucoup comme une femme gentille qui aimait jouer du piano et donner des cours aux enfants. Malgré les similitudes avec les 2 crimes précédents, cette affaire en particulier présentait des détails différents. En plus d'avoir été touchée par 5 balles et non 3, Rutten était seule à la maison. Sa mère et la soignante de sa mère, Janet Franco, étaient dans la maison ce matin-là. Le criminel ne s'attendait pas à la présence de ces tierces personnes et surpris, il a tiré en direction de la soignante, la blessant au bras gauche avant de prendre la fuite immédiatement après. Janet n'a pas subi de blessures graves, elle a donc pu le décrire clairement. Et elle a indiqué que l'homme était blanc, mince, grisonnant, semblait avoir environ 50 ans, avait les yeux noirs, les cheveux ébouriffés et une longue barbe. La police a réalisé un portrait robot et a diffusé l'image auprès de la population. Aucune des 3 victimes n'avait d'ennemis déclarés, ni aucune raison apparente pour que cela leur arrive. Mais quel que soit le motif, la police savait qu'ils étaient désormais à la recherche d'un tueur en série. Après la diffusion du portrait robot et des soupçons reliant les victimes, la police a reçu quelques informations et indices, dont l'un les a menés à un homme nommé Charles Stenard Severance. Son apparence physique, étant blanc, mince, avec des cheveux gris et une longue barbe, correspondait parfaitement à l'image du portrait robot. Charles vivait avec sa petite amie dans une ville à 64 km d'Alexandrie, l'endroit où tous les crimes ont eu lieu. Le policier qui s'y est rendu, malheureusement, n'a trouvé personne à la maison. Mais il a laissé une carte de visite et un mot sur la porte indiquant qu'il cherchait Charles et lui demandait de se rendre au commissariat. Maintenant, laissez-moi ouvrir une parenthèse ici, parce que je dois commenter autre chose. Quel genre de policier, en cherchant un suspect, un possible tueur en série, laisse un mot sur la porte disant « Nous devons vous parler ?» C'est étrange, mais est-ce vraiment ce qui s'est passé ? Charles, quant à lui, a évidemment appris, à cause de ce mot, que la police essayait de le contacter. Et ce qu'il a fait, on peut vraiment considérer ça comme incroyable. Il s'est rendu à l'ambassade de Russie à Washington pour demander l'asile, affirmant sans preuve être persécuté par la ville d'Alexandria. L'ambassade a refusé la demande. Charles est parti. Et, se méfiant de cette attitude, l'ambassade russe a fini par informer les autorités locales de ce qui s'était passé. Avec cette attitude, qui soulevait clairement plus de soupçons contre lui, puisque celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre. La police a réussi à émettre un mandat de perquisition et de saisie pour son adresse. Dans le logement, cette fois, il n'y avait que sa petite amie. Elle a dit que Charles était sorti, mais qu'elle ne savait pas où il était allé. Lors de l'inspection de la maison, aucune preuve n'a été trouvée, pouvant le relier directement au crime. Cependant, la police a trouvé quelque chose de très suspect, des douilles d'armes de calibre 22 compatibles avec celles utilisées dans les 3 crimes.
Le 13 mars 2014, un mois et une semaine après le dernier crime, Charles a été retrouvé dans un motel bon marché en Virginie-Occidentale. Comme ils n'ont pas trouvé l'arme dans la maison, la police s'était préparée à une éventuelle réaction violente de sa part. Mais lorsqu'il a été capturé, il n'a opposé aucune résistance et aucune arme n'a été trouvée sur lui. Charles est né le 25 septembre 1960. Il avait 53 ans. Il était diplômé en ingénierie mécanique, mais c'était un homme peu engagé dans ses responsabilités. Il n'arrivait pas à garder un emploi longtemps, ses relations n'étaient pas durables, il vivait avec l'aide des allocations gouvernementales dans un appartement d'une pièce. Mais malgré tout cela, il a eu le courage de se présenter à la mairie de la ville d'Alexandrie. Mais la population ne l'a jamais pris au sérieux. Lors de l'un de ces débats ouverts au public, il s'est mis à courir avec un drapeau des États-Unis et, lors d'un autre, il est même allé jusqu'à pousser un citoyen. Charles a été ridiculisé pendant toute la campagne. Dans la chambre de motel où il a été arrêté, la police a trouvé un carnet où il notait ses pensées et critiquait la police locale et le gouvernement. Toutes très éloignées de la réalité et un peu délirantes. Il y avait même un poème. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un poème, car c'était plutôt des mots épars qui disaient un peu frapper, parler, entrer, tuer, sortir, assassiner. En enquêtant plus en profondeur sur le passé de Charles, on a découvert qu'au début des années 2000, il avait été impliqué dans une bataille pour la garde d'un enfant qu'il avait eu avec une femme, dans l'une de ses brèves relations. En plus de perdre le procès, la justice a décidé qu'il ne devait avoir aucun contact avec l'enfant. Il a été très bouleversé et, en conséquence, il a passé des années à ruminer cela en lui-même et n'a pas réussi à surmonter la situation. Il disait à des connaissances que les agents d'Alexandrie étaient responsables. C'était... des agents de Oban à des retraités dont l'un d'eux était responsable de la décision du tribunal. Quant à Ronald, qui, bien qu'il n'ait pas de lien direct avec son affaire, était employé dans le secteur du gouvernement qui a contesté la décision judiciaire. Autrement dit, ce que Charles faisait, c'était se venger d'un membre de la famille pour un autre. Bien qu'il n'ait pas trouvé d'armes, la police avait la preuve des balles dans la maison, ainsi que des écrits dans ses cahiers. Et ces liens entre les victimes et les personnes qui ont fait partie de son procès. Ainsi, Charles a été inculpé et le juge a ordonné qu'il soit jugé dans un autre comté, le comté de Fairfax, en Virginie. Car il serait très difficile de trouver un juge impartial dans la ville d'Alexandria, donnant ainsi à Charles le droit d'avoir un procès plus équitable. Le 23 avril 2015, un peu plus d'un an après son arrestation, il y a eu une audience préliminaire où les avocats de la défense voulaient que Charles soit jugé pour le crime de Nancy, séparément des autres, puisque celui-ci avait eu lieu une décennie plus tôt. Mais la juge n'a pas accepté, estimant que, quel que soit l'intervalle de temps entre les crimes, ils semblaient tous être liés. Lors du procès, au cours duquel Charles a plaidé non coupable de toutes les accusations, son avocat a évoqué les écrits retrouvés dans le motel. Il a déclaré que, même si ces écrits incitaient à la violence ou critiquaient la police, aucun d'entre eux ne mentionnait directement le nom d'aucune des victimes, et, en fait, l'enquêteur chargé de l'affaire l'a confirmé. Cependant, il a réitéré qu'il existait des notes spécifiques sur la manière dont les crimes avaient été commis, comme l'heure, toujours vers 11h30 du matin, et la façon de surprendre les victimes à la porte de leur propre maison. Après 13 heures de délibération, le jury a rendu son verdict. Il a été reconnu coupable de toutes les accusations, il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité plus 48 ans, sans possibilité de libération conditionnelle. Et en plus, 400 000 $ d'amende à verser à la famille des victimes. Personnellement, je pense qu'il ne paiera jamais cette somme, puisqu'il vivait grâce à l'aide du gouvernement. En 2017, il a saisi la Cour d'appel de Virginie. Son avocat a affirmé qu'il était innocent et qu'il souffrait de schizophrénie paranoïde.
Une expertise psychiatrique a été demandée par l'État, qui a finalement rendu un rapport indiquant qu'il ne souffrait d'aucune maladie. Le recours a été rejeté et Charles, qui a aujourd'hui environ 65 ans, reste en prison. Né le 21 janvier 1990, Cody Alan Legebukov a grandi à Fort St. James, une municipalité de district dans la région rurale de la Colombie-Britannique. L'enfance de Cody, contrairement à ce qui se passe habituellement avec les tueurs en série, était loin d'être mauvaise. En fait, il a été élevé dans une famille aimante et financièrement stable, et il fréquentait une bonne école. C'était un garçon populaire, sportif, pratiquant l'escalade et la glace en compétition, sans aucune tendance à la violence. Pour ceux qui l'entouraient, Cody était une personne normale, impliquée dans les activités de groupe et très facile à vivre. À la fin de ses études secondaires, en 2008, Cody a trouvé un emploi comme mécanicien chez le concessionnaire Ford, et il a ensuite déménagé dans la ville de Prince George, également en Colombie-Britannique. Là-bas, il a fini par partager une maison avec 3 amis de longue date. Le jeune homme n'a jamais été dans le radar de la police. C'était un citoyen au-dessus de tout soupçon, qui menait une routine ordinaire, pour ainsi dire. Il aimait passer des heures sur les réseaux sociaux, à discuter avec des amis et à regarder des vidéos drôles. Jusqu'alors, tout suivait le cours de l'ordre civique. Mais 2 ans plus tard, maintenant à 20 ans, Cody allait enfin prouver à tout le monde qu'il n'était pas le gars aussi sympa qu'il semblait être. Par une nuit froide du 27 novembre 2010, il a été aperçu dans son pick-up par une patrouille de police sur la route 27, au moment précis où il sortait d'un petit chemin isolé menant à une zone d'exploitation forestière, également bien connue pour être une région de chasse illégale aux animaux. Selon un rapport de police rédigé par l'officier Aaron Kaller, il a suspecté le véhicule précisément à cause du braconnage. Et il l'a suivi pendant environ 10 minutes jusqu'à ce que le renfort arrive pour l'aider lors de l'interpellation. Dès que le véhicule a été arrêté et qu'Aaron s'est approché du pick-up, Cody tendait déjà ses papiers par la fenêtre du conducteur avant même qu'on ne les lui demande, une situation qu'il n'avait jamais vue auparavant. De plus, le jeune homme portait un short alors que la température était bien en dessous de 0. Les agents ont également remarqué qu'il y avait des traces de sang sur le visage, les jambes et à l'intérieur de la voiture. Et ces traces de sang sur vous et dans la voiture ? Je chassais des cerfs et ai dû en porter un pour l'enterrer. Monsieur, saviez-vous que la chasse est interdite ici ? Vous l'ignoriez ? Je sais, mais vous savez comment c'est, non ? Je suis un gars de la campagne, c'est tout ce que j'ai pour m'amuser. En effectuant une fouille plus approfondie du pick-up, les policiers ont découvert une clé à molette couverte de sang, ainsi qu'un sac à dos et un portefeuille contenant une carte d'hôpital pour enfants au nom de Lauren Dawn Leslie. Autant pour la chasse illégale qu'il a dit avoir pratiquée que pour la situation étrange des objets retrouvés. Les agents ont arrêté le jeune homme en vertu de la loi sur la faune du Canada et ont fait appel à un expert spécialisé dans le pistage des animaux sauvages. Ils ont suivi les traces des pneus du véhicule, de la voiture de Cody, sur la route et dans la neige fraîchement tombée. Et ils ont fini par trouver des empreintes de pas qui menaient au corps partiellement nu d'une jeune femme. Cette fille, c'était Lauren Dawn Leslie elle-même, âgée de 15 ans. Elle présentait une blessure au couteau au niveau du cou, ainsi que des marques de coups sur le visage et le corps. Le policier Aaron, soupçonnant un chasseur, a ironiquement et heureusement fini par capturer un meurtrier. Cody manifestement sans alternative. Au début, il a dit qu'il avait trouvé un corps au bord de la route et qu'il était parti paniqué, emportant seulement les affaires de la victime. Cependant, comme des traces de sang ont été retrouvées sur la clé anglaise dans son véhicule, il a finalement admis qu'il connaissait la jeune fille et a déclaré l'avoir rencontrée via un réseau social canadien appelé Nexopia.
Selon la version de Cody, ils avaient des relations sexuelles de manière consentie. Lorsque Lauren est soudainement devenue folle et a commencé à se frapper, il a dit, ne sachant pas quoi faire face à cela, qu'il avait frappé Lauren 2 fois pour essayer de la sortir de cette crise. Mais il n'avait pas l'intention de la tuer. Cependant, le résultat de l'autopsie a montré qu'elle avait été agressée au moins 4 fois de manière sévère, ce qui a entraîné sa mort. De plus, des messages découverts sur le réseau social de Lauren indiquaient qu'elle n'avait pas l'intention d'avoir des relations sexuelles avec Cody. L'un des messages qu'elle a envoyés disait clairement « Ouvrez les guillemets, on fait que discuter, n'est-ce pas ? Rien de sexuel, fermez les guillemets. » Tout indique que, dans le cas de Lauren, en utilisant un cliché morbide, Cody s'est servi de ce réseau social pour attirer la jeune fille dans un piège où son désir de tuer serait libéré. Après l'arrestation de Cody, un échantillon de son acide désoxyribonucléique a été essentiel pour le relier au meurtre non résolu de 3 autres jeunes femmes. Jill Stacy Stuchenko, 35 ans, mère de 5 enfants, a été vue pour la dernière fois le 9 octobre 2009. Le 26 octobre de la même année, elle a été retrouvée morte dans une fosse de gravier à la périphérie de Prince George. Un jour similaire à Lauren. Qu'est-ce qui a défini le mode opératoire de Cody ? Jill est morte d'un traumatisme crânien. Et maintenant, avec de nouvelles preuves, il était clair qu'elle avait été la première victime du jeune homme, qui était désormais officiellement considéré comme tel à l'âge de 20 ans. Ayant commis son premier crime à 19 ans, il était le plus jeune tueur en série du Canada. La deuxième victime était Natasha Montgomery, 25 ans, mère de 2 enfants, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Natasha a été vue pour la dernière fois le 31 août 2010, quittant la maison d'un ami à Prince George. Bien que le corps n'ait jamais été retrouvé, une fouille dans la maison du meurtrier a révélé l'acide désoxyribonucléique de la disparue, y compris sur une hache appartenant à Cody, ce qui a fait de la jeune femme officiellement la deuxième victime. Les restes d'une troisième victime, Cynthia Frances Mars, également âgée de 35 ans, ont été retrouvés dans un parc. Près d'1 mois après que sa disparition ait été signalée, en septembre 2010, son corps a été retrouvé dans un état avancé de décomposition. Mais l'autopsie a pu déterminer qu'elle avait subi une attaque brutale, qui lui avait fracturé la mâchoire et la pommette à plusieurs endroits. Cynthia avait également de graves blessures sur le corps, comme si quelqu'un lui avait marché dessus à plusieurs reprises. Les 3 premières victimes du jeune tueur étaient impliquées dans le travail du sexe. On pense que c'est d'ailleurs ce qui les a amenés à rencontrer Cody. Au cours du procès, il a été découvert que le jeune homme cachait sa dépendance à la drogue à ses amis et à sa famille. Et, en secret, il contactait des travailleuses du sexe pour avoir accès aux articles dont il avait besoin. Refusant toujours d'assumer l'entière responsabilité de ses actes, Cody a tenté de plaider coupable à une accusation moindre, celle d'homicide au second degré. Il a raconté au jury qu'il était présent lorsque les 3 femmes sont mortes, mais il a déclaré que 3 autres personnes, qu'il n'a pas pu nommer, étaient les véritables meurtriers et qu'il n'avait joué aucun rôle effectif dans les décès. Ses échanges avec eux se limitaient au conseil, usage de drogue. Mais il est très étrange qu'il ait été avec un groupe de 3 personnes à 3 reprises sans connaître leur nom. De plus, que tu le veuilles ou non, ta version fait de toi un complice des 3 meurtres. Quant à Lauren, sa dernière victime, il a dit, dans une contradiction flagrante, qu'elle est devenue folle et s'est suicidée devant lui en utilisant une clé anglaise et un couteau. Les 3 amis avec qui Cody partageait tôt la maison ont témoigné contre lui en 2014. L'une d'elles a raconté être rentrée chez elle après avoir rendu visite à sa famille lors des vacances de Thanksgiving 2009. Et elle est descendue les escaliers qui menaient à la chambre du jeune homme pour voir comment il allait dans le salon. En descendant au sous-sol, elle a trouvé Cody allongé sur le canapé, regardant la télévision.
La jeune femme a dit qu'elle avait remarqué une tache de sang à l'une des extrémités du canapé et une autre tache sur la moquette qui recouvrait le sol. Lorsqu'on lui a demandé à propos des taches, il a répondu « Ah !» J'étais défoncé. Mon nez a saigné pendant que je dormais sur le canapé. Détends-toi, c'est tout. Après le témoignage de la jeune femme, le ministère public a supposé que Cody avait assassiné Jill Stacy, la première victime, dans le sous-sol de la maison, pendant les vacances de Thanksgiving. Une autre collègue a aussi signalé quelque chose de très étrange. Elle se souvenait d'une petite hache à côté du lit du jeune homme. Quand on lui a demandé pourquoi il avait une hache comme celle-là dans sa chambre, il a répondu « C'est effrayant ici. Essaie de dormir seul pour voir. Je dois pouvoir me défendre si nécessaire. » Les jeunes filles ont également donné des détails sur des fêtes arrosées d'alcool et de nombreuses drogues qu'il organisait chez lui, et que, lors de ces fêtes, Cody avait l'habitude d'emmener des filles qu'il rencontrait sur Internet. Et cela, selon elle, provoquait un énorme malaise dans leur cohabitation. Son avocat de la défense a demandé au jury de condamner son client pour 4 chefs d'accusation de meurtre au second degré au lieu de meurtre au premier degré. Cela, évidemment, n'a pas été accepté et il a fini par être accusé et condamné pour 4 meurtres au premier degré. Ainsi, en septembre 2014, à la fin du procès, Cody a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans de sa peine. Cody Ligoubukov est encore aujourd'hui considéré comme le tueur en série le plus jeune de l'histoire du Canada. Alexandre Yurievitch Pichouchkine est né le 9 avril 1974 dans la ville de Mytych, au nord de la capitale russe, Moscou. Il est le fils de Natalia Pichouchkine, et on ne dispose pas de beaucoup d'informations sur son père. Un événement marquant a eu lieu durant son enfance. En effet, de nombreux spécialistes affirment que cet événement a marqué le début de ce qui allait devenir l'un des plus grands massacres de la Russie. En 1978, alors qu'il avait 4 ans, Alexandre jouait sur une balançoire en bois et il est tombé en s'asseyant par terre pour se relever. Le siège de la balançoire. Elle est revenue de toutes ses forces dans sa direction et il n'a pas eu le temps d'éviter le jouet, qui a frappé de plein fouet l'avant de sa tête. Emmené d'urgence à l'hôpital, il a été constaté que l'accident avait causé de graves lésions au cortex frontal, une partie qui, selon les médecins, lorsqu'elle est endommagée, peut entraîner de graves séquelles affectant la mémoire, les émotions et le comportement. Des diagnostics similaires sont assez courants chez les athlètes de sport à impact, comme les joueurs de football américain, de rugby et même chez les combattants. Cet accident a vraiment tout changé. Selon les voisins, c'était un enfant sociable, joyeux, poli, il adorait jouer avec tout le monde, il aimait les animaux et il avait même un chat dont il prenait grand soin. Il le nourrissait, lui parlait et dormait avec lui. Il était vraiment un garçon adorable. Mais après l'accident, il a eu beaucoup de difficultés d'apprentissage à l'école, il a fini par subir beaucoup de harcèlement de la part de ses camarades. À cause de son apparence un peu déformée, surtout au niveau du front, il est devenu très agressif et répondait avec rébellion chaque fois qu'un des enfants se moquait de son apparence. Et il n'arrivait jamais à contrôler ses impulsions. Natalia, sa mère, a finalement décidé de l'inscrire dans une école pour enfants ayant des besoins spéciaux. Margarita, la grand-mère d'Alexander, approuvait la décision de sa fille sans pouvoir intervenir. Les négligents l'arrêtaient toddlers et qui servaient d'exemple pour mourir, qui minimisaient les adieux. Pour cela, l'une des choses qu'il a faites a été d'apprendre aux garçons à jouer aux échecs. Bien avant même qu'il n'ait 10 ans, Alexandre est devenu un joueur incroyablement exceptionnel pour son âge. Mais malheureusement, 2 événements se sont produits dans un laps de temps très court, ce qui a fini par aggraver l'état du garçon. Son chat et son grand-père sont décédés pendant son adolescence, et cela a rendu son tempérament beaucoup plus colérique.
En 1990, à l'âge de 16 ans, il a commencé à agir de manière très étrange. Alexandre prenait un appareil photo et sortait prendre des photos de personnes dans un parc appelé Bitsa, mais on pouvait voir sur ces photos qu'il se trouvait toujours dans des endroits cachés. De plus, parmi plusieurs preuves troublantes retrouvées plus tard par la police, l'une d'elles était une cassette vidéo home system sur laquelle on voyait Alexandre, avant même d'avoir 18 ans, tenant un enfant par les pieds, la tête en bas, sur le balcon de son appartement. Maintenant tu es sous mon contrôle. Je vais te lâcher et tu vas tomber de 15 mètres de haut et tu sais ce qui va t'arriver, n'est-ce pas? Tu vas mourir. Heureusement pour cet enfant, ce n'était rien de plus qu'une menace. Selon la police, Alexandre a commis son premier meurtre à l'âge de 18 ans et la victime était un camarade de son école. Le mobile du crime était qu'il était amoureux de la petite amie de ce garçon. Le corps a été retrouvé dans le parc de Bitsa, un endroit qui allait devenir la scène de nombreux autres crimes qu'il allait commettre. 5 ans après ce crime, alors qu'Alexandre avait 23 ans, cette même jeune femme dont il était amoureux a également été retrouvée morte dans ce même parc. Alexandre n'avait jamais arrêté de jouer aux échecs, il adorait ce jeu et il était très doué. Alors, déjà à l'âge adulte, il a commencé à se promener dans ce parc en portant des bouteilles de vodka et son échiquier, à la recherche de personnes qui accepteraient de jouer une partie. Même pratiquement ivre, il arrivait à battre tous ses adversaires après les parties. Quand les gens avaient le dos tourné et qu'il n'y avait personne autour, il écrasait rapidement le crâne de ses victimes avec un marteau. Il faisait aussi d'autres choses terribles au corps, comme enfoncer des bouteilles de vodka dans leurs yeux ou encore les démembrer avant de les jeter. Dans la rivière du parc lui-même, la rivière Chertanovka, pendant les années 90, plusieurs corps ont été retrouvés dans le parc et dans la rivière. La police savait qu'il s'agissait d'un tueur en série, mais aucune piste n'était trouvée. Il n'y avait ni empreinte digitale, ni sang, ni vêtements, rien du tout. Alexandre était très prudent. Pendant plusieurs périodes, la police organisait des contrôles et interrogeait des personnes directement dans le parc, mais il était très difficile de garder un contrôle total sur les plus de 22 km² que le parc couvrait. Pendant que la police intervenait, Alexandre ne prenait aucun risque. Dès que les mois passaient et que les policiers partaient, il recommençait à attaquer. Pendant cette période de crime, Alexandre travaillait à l'épicerie et, aussi incroyable que cela puisse paraître, comparé à son adolescence à cet endroit, il était connu pour être une personne très amicale. Alexandre lui-même a avoué qu'il adorait être sociable, car il avait pour objectif de se sentir plus proche de ses victimes. Le fait qu'il soit devenu connu comme le tueur de l'échiquier, ce n'était pas parce qu'il jouait réellement au jeu, mais plutôt à cause de quelque chose que la police a trouvé dans son appartement. Lorsqu'il a été capturé, en juin 2006, Alexandre a invité une collègue de travail nommée Marina Moskaliova, âgée de 36 ans, à une promenade un peu inhabituelle. « Je vais plus tard au parc Bitsa voir la tombe de mon chat. Tu veux venir ?» La raison de la promenade était étrange, mais le parc Bitsa était un endroit vraiment beau, et il n'était pas rare de voir des gens s'y promener simplement pour admirer le paysage. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps avant que le corps de Marina ne soit retrouvé sur les rives de la rivière. En fouillant le corps de la victime, la police a trouvé dans l'une de ses poches un billet de train, et grâce aux caméras de surveillance de la gare, la police a identifié qu'elle était en compagnie d'un homme. C'était bien sûr Alexandre. Il a été retrouvé et s'est montré choqué par ce qui s'est passé. Il a dit à la police qu'il l'avait rencontré dans la rue et que, par coïncidence, ils allèrent descendre à la même station, mais qu'à partir de là, ils se sont séparés. Cependant, le fils de Marina, encore adolescent, a informé la police lors de son interrogatoire que sa mère avait laissé un mot en partant de la maison, indiquant où elle allait et le numéro de portable d'Alexandre. Lorsqu'il a été arrêté, il a avoué le crime. En plus de plusieurs dizaines d'autres, la police a trouvé chez lui un échiquier numéroté de 1 à 61,
Alexandre a affirmé qu'il voulait battre le record du nombre de meurtres commis en Russie par un seul tueur en série. Et pour cela, il devait remplir chaque case de son échiquier. Le nombre total de cases jouables sur l'échiquier est de 64, ce qui signifie qu'il ne lui en manquait que 3 pour atteindre son objectif. Mais comme je l'ai déjà dit ici dans mon podcast, dans l'épisode « Comment fonctionne l'esprit d'un tueur en série ?». En discutant avec la psychologue Hélène Madeiro, un tueur en série n'est jamais satisfait. Il peut se fixer des objectifs et, une fois atteints, il les met à jour. Alexandre lui-même l'a avoué. Il était certain que, même après avoir complété le tableau, il continuerait à commettre des meurtres. Oh. Au cours des 6 semaines de procès, qui ont eu lieu entre septembre et octobre 2007, il a avoué tous les crimes. Il ne s'est montré repentant d'aucun d'entre eux. Le 29 octobre, le juge responsable, Vladimir Youssov, a prononcé la sentence « Étant donné la gravité des crimes commis, le danger exceptionnel pour la société et pour l'accusé lui-même, afin d'établir la justice sociale et de prévenir de nouveaux crimes. Le tribunal estime nécessaire de condamner Alexandre Yurievitch Pichouchkine à la réclusion à perpétuité, les 15 premières années devant être purgées en isolement. » Alexandre a été accusé de 48 meurtres et de 3 tentatives d'homicide. Cependant, il n'était pas satisfait de cela et a demandé, par l'intermédiaire de ses avocats, que les autorités le condamnent pour 12 meurtres supplémentaires, arrivant ainsi à 60. Malgré cette demande, il n'existait aucune preuve l'incriminant pour cela. Ce nombre ne correspondait pas non plus au total enregistré sur son tableau. La police et la justice ne pouvaient pas se baser uniquement sur des aveux sans preuve, alors ils n'ont pas pu donner suite à la demande. Dans l'une de ses interviews, le tueur en série a expliqué ce qu'il ressentait lorsqu'il commettait les crimes et la raison de ses actes. Ôter la vie à d'autres personnes me procure un orgasme sans fin. Je tue pour vivre. Ouverture. Plus je suis proche de la vie, plus ce plaisir est intense. Je me sens comme un père pour ces personnes, car c'est moi qui leur ai ouvert la porte d'un nouveau monde. En prison, Alexandre ne reçoit que la visite de sa mère et reste toujours à l'isolement.